OK, donc bonjour à toutes et tous, bienvenue. Donc c'est la première fois qu'on se voit, en fait, surtout vous qui me voyez. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire ça directement, en présence, hein, ça aurait été quand même plus sympa de faire connaissance de cette manière. Alors, comment va fonctionner? Bah, je pense comme dans la plupart des autres cours que vous avez dû, subir. C'est-à-dire que, bon, en fait, c'est assez libre, hein, vous, prenez la parole quand vous le souhaitez, à un moment opportun, quoi et sinon, vous pouvez éventuellement lever la main ou des choses comme ça, donc il y a pas de souci, mais sinon, si vous voulez juste, prendre la parole directement, il y a pas de problème, quoi. Hem, voilà, sinon vous avez le chat, si vous souhaitez directement intervenir. J'enregistre, la vidéo au cas où. Certains ou certaines ne pourraient pas être là. Donc voilà, si ça va pour tout le monde, on va pouvoir commencer en espérant que le setup, tel qu'il est fait ici fonctionne. Voilà, bon, on est parti. Donc la séance d'aujourd'hui, donc on m'a demandé d'intervenir, hein, pour parler un peu de ce que je fais ou ce que j'ai fait en fait. Donc ça va être un cours qui va être un petit peu peut-être un peu plus déconnecté que ce que vous avez déjà fait avec Marie-Jeanne Le Saux, Christophe, Marsala. Donc pour commencer, donc je vais vous parler en fait donc d'apprentissage, et de jeu. Donc c'est des choses sur lesquelles, j'avais bossé durant ma thèse et donc je vais vous parler un peu de tout ça. Donc en gros, comment on fait du general game playing, donc comment on construit des agents qui sont capables de jouer, en gros à n'importe quel jeu. Je vais vous montrer un peu le genre de jeu que c'est, mais voilà. Donc le but là, sur cette première séance, on va surtout parler en fait de jeu, un petit peu d'apprentissage et on va voir un peu à quoi ça correspond, en fait. Voilà, donc le plan de ce cours là, je suis troublé parce que j'ai pas mon retour au même endroit, quoi. OK, donc je vais parler donc, des jeux, alors avec déjà une introduction, ce que c'est que le general game playing et ensuite, donc un certain nombre d'exemples de jeux là où on va un peu regarder le genre de jeux qu'on utilisait en general game playing, qui sont quand même des jeux assez simples, mais éventuellement qui sont pas mal combinatoires. Donc on va les regarder un peu un par un, notamment des jeux qui étaient utilisés en compétition. Voilà. Dans une deuxième partie, je parlerai de la manière dont, les jeux sont représentés pour cette tâche de general game playing et ensuite, en troisième partie, je reviendrai donc sur l'apprentissage de stratégie pour ces jeux-là, quoi, et la manière dont, moi je traitais et un certain nombre de joueurs traitaient les choses, à l'époque, ça remonte à il y a 5 ans. Hop, donc on va commencer par les jeux, hein, comme, j'ai dit donc, hem Donc ce qui est prévu là, donc c'est que je parle de Jungle Playing, de description et d'analyse de jeu et enfin des méthodes MCTS, donc Monte Carlo Tree Search, hein, donc des méthodes de recherche Monte Carlo dans les arbres, dont vous avez peut-être déjà entendu parler et heu un certain nombre de jeux. Alors il y a différents types de jeux qui sont considérés en Jungle Playing, donc des jeux à un seul joueur, donc qui sont plutôt de type puzzle, hein, et puis des jeux avec 2 joueurs ou éventuellement, plus aussi. Donc ils peuvent être temps réel ou pas. Donc voilà, là je parle vraiment bon, des jeux en général, parce qu'en général Game c'est comme une sous-partie de ces jeux-là, parce qu'on peut pas forcément tout faire. Il y a eu d'autres, enfin sur le Serial Playing que moi j'ai pratiqué a priori, il peut y avoir du temps réel ou pas. Moi c'était sans temps réel. Donc il y a des jeux, donc person shooter ou un jeu de cartes, ma crapette rapide. Donc ils sont des jeux en temps réel où le joueur un peu joue un peu quand il veut. En fait, il fait des actions un peu quand il veut, en fait, hein, et les actions sont répercutées immédiatement. Contrairement à d'autres jeux, hein, a priori comme, heu, où les échecs en fait, où vous avez pas vraiment d'aspect temps réel, hein. Vous avez un temps de réflexion et puis c'est vous qui décidez quand vous voulez jouer et votre adversaire décide de répondre. Bon, il y a toujours des aspects minutage qui éventuellement entrent en compte, mais ça a priori les aspects minutage, ils existent déjà dans le general game playing tel que moi je le pratiquais.
Des jeux à coups alternés ou à coups simultanés. Donc ça change pas mal de choses, hein, parce que les jeux, évidemment, les jeux à coups alternés sont beaucoup plus simples. Dès que vous avez des jeux à coups simultanés, bah, il y a comme une incertitude sur ce que va jouer l'autre joueur, hein, alors que quand vous êtes en coups alternés, vous savez exactement là où vous en êtes, hein. Donc évidemment, ça demande qu'il y ait plus d'un joueur. Alors comme exemple de jeu simultané, je parle du Rochambeau, hein, donc c'est le jeu pierre, feuille, ciseaux, par exemple. Vous avez des jeux à somme nulle ou pas, hein. Donc, à somme nulle, ça veut dire ce que je gagne moi, mon adversaire le perd, et puis ça se généralise à plus de joueurs. Donc ça, c'est typiquement des jeux qui sont pas coopératifs, hein. Donc plus je gagne, plus mon adversaire perd, c'est pas du tout coopératif. Et vous avez aussi des types de jeux où évidemment c'est coopératif, c'est-à-dire que vous pouvez gagner et votre adversaire aussi gagner aussi. Donc ça se verra au niveau des récompenses ou des scores à la fin des jeux, hein. Il se peut qu'à la fin d'un jeu, bah, soit ça soit somme nulle, c'est-à-dire qu'à chaque fin de jeu, la somme de tous les scores de tout le monde fait toujours la même quantité. Soit ça peut être a priori coopératif et donc c'est pas forcément toujours égal à la même quantité. Et vous avez déjà information parfaite ou information imparfaite. Donc ça, c'est vu comme jeu à information imparfaite, hein. Vous avez l'exemple de poker et le Cluedo, c'est-à-dire que vous n'avez pas toute l'information. Donc vous savez jamais vraiment où vous en êtes. Vous avez des informations, c'est-à-dire que évidemment, ce que vous pouvez regarder dans votre main, c'est les informations que vous avez. Donc si vous avez une carte dans votre main, vous savez que les adversaires n'en ont pas, par exemple. Quand vous avez vu défiler des cartes, vous savez que celle-là n'existe plus. Vous avez une certaine probant ensuite, vous estimer des probabilités sur la manière dont jouent les joueurs, etc. Voilà. Et vous avez aussi des jeux probabilistes, hein, dans lesquels effectivement il y a un aspect mélange un espèce enfin, mélange de cartes ou des aspects, faut tirer aléatoirement en tirant un dé par exemple. Comme ça. Donc voilà pour un peu le panorama que je voulais faire sur un peu tous les types de jeux. Alors je reste sur enfin je suis pas vraiment sur les aspects tellement jeux vidéo, hein, c'est surtout sur les aspects disons jeux de plateau, parce que ils ont et plutôt sur des jeux qui sont a priori discrets. On va voir parce que c'est lié au fait que dans la manière dont on décrit les jeux dans le Genial Cloning que j'ai pratiqué moi, hein, ça se prête beaucoup à faire des choses discrètes. Et on va voir que bon, c'est une infrastructure qui est assez lourde, quoi, et donc c'était quand même difficile de faire des jeux qui étaient beaucoup plus compliqués que ça. Alors compliqués dans le sens qui vont vite, parce qu'il y a quand même un certain nombre de jeux ici qui sont compliqués et qui sont pas mal combinatoires, et donc pour trouver des solutions, c'est pas forcément évident. Voilà, donc bon, j'imagine qu'il n'y a pas de questions à ce niveau-là, sinon surtout n'hésitez pas. Si, ben, je vais vous poser une question. En fait, ça vous va le retour ici? Parce que là, je suis pas en mode partage d'écran, donc je sais pas comment ça fonctionne. C'est la première fois que je fais ça. Au niveau du retour, pour vous, a priori, vous avez bien la vidéo sans problème, quoi, avec une qualité correcte. Si Tout se ça passe vous bien, ouais. va, Ouais, c'est ok. bon. Bien. Et normalement, en fait, quand quelqu'un parle, ça switch là. Et dès que je repars, ça revient sur mon truc, quoi. Donc après, ça devrait être bon. Donc si vous voulez montrer des choses, a priori, vous en avez la possibilité aussi. Ça alternera facilement comme ça, quoi. En sachant que ce que j'enregistre, moi, c'est uniquement mon écran à moi. Voilà. Donc on pourrait garder l'anonymat. Hop. Bien, alors c'est quoi le General Game Playing? Donc comme son nom l'indique, traduit en français, c'est jouer à des jeux généraux, en fait. Donc ça consiste à concevoir des programmes donc, qui jouent donc, à des jeux combinatoires, hein, et dont ils viennent juste de découvrir les règles. Ça, c'est très important, en fait. Donc, c'est concevoir des programmes qui jouent à ces jeux combinatoires, mais en fait, on ne connaît pas on ne connaît pas les jeux auxquels on va jouer. Je vais vous montrer un certain nombre de jeux qui ont été utilisés en compétition un peu plus tard. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le programme, lui, il sait pas à quoi il joue. Enfin, en fait, il est capable de jouer à des jeux totalement nouveaux à chaque fois. D'accord? Il doit être capable de jouer à ces jeux sans se tromper, et aussi bien qu'un humain, ou voire mieux qu'un humain. Donc c'était ça un peu l'idée de la tâche telle qu'elle a été définie à l'époque, hein. Donc ça c'est
commencé, je pense, dans les années, peut-être 2005, quelque chose comme ça, quoi, où effectivement à l'université Stanford, ils ont voulu un peu, recréer cette tâche qui était quand même beaucoup bien plus ancienne, hein, puisque créer des joueurs généraux, ça remonte, éventuellement à Jacques Pitras, si vous avez entendu parler de lui. Donc c'est quelque chose qui est très, très ancien. Mais là, c'était quelque chose pour remettre ça un petit peu au goût du jour et donc ils ont créé cette tâche de Django Playing avec un nouveau langage de description des règles de jeu et des compétitions pour faire tout ça. Voilà. Donc, mais voilà, l'aspect très important ici, c'est que les règles du jeu, elles sont connues seulement au dernier moment, hein. Donc, on ne peut pas créer un joueur spécialisé qui est capable de bien jouer comme on en a fait des joueurs qui jouent très bien aux échecs ou qui jouent très bien au Go. Là, a priori, on ne peut pas préparer ces choses-là à l'avance puisqu'on ne sait pas à quel jeu on va jouer. Alors, il y a une espèce d'écosystème donc dans ce CGML tel qu'il est défini donc à l'université Stanford. Donc, il y a un langage de description de jeu. Bon, même là, il y en a même deux, hein, qui s'appelle le GDL, comme Game Description Language. Il y a un autre qui s'appelle GDL2 ou II pour Imperfect Information. Donc, c'est une extension voilà, enfin, c'est une extension avec un changement de protocole pour jouer à des jeux à information imparfaite. Hein, je rappelle, les jeux à information imparfaite, c'est des jeux où on ne sait pas précisément dans quel état on se trouve, hein, pour plusieurs raisons, parce que soit parce qu'on ne voit pas les coups de l'adversaire, soit parce que il y a du hasard qui intervient, comme des dés ou des mélanges de cartes ou des choses comme ça. Donc il y a des serveurs de jeu et il y a des compétitions. Enfin, il y avait, et puis il y a des tentatives là dernièrement, mais c'était un peu compliqué avec, je sais pas si vous entendez parler du Covid là, de remettre un peu au jour ces compétitions-là, pas forcément avec ce protocole et ces langages-là, mais il y a quand même encore une communauté dans le monde là qui essaie d'organiser ces compétitions-là ou de faire des programmes où il y a qui sont capables de commencer à jouer à des jeux directement alors qu'ils en avaient jamais entendu parler avant. Donc il y a des serveurs où on peut mettre son joueur hein, et le faire jouer. Alors je sais plus s'il fonctionne toujours. Enfin celui-là il fonctionnait par intermittent, il fonctionnait bien et puis dernièrement effectivement il était un peu laissé à l'abandon. Donc un tilt-yard là qui permet de jouer uniquement en GDL et avec un tournoi permanent. Donc vous pouvez mettre un joueur dessus et, euh, a priori on lui lance des jeux et puis s'il y a plusieurs joueurs qui sont connectés dessus, eh ben il y a plusieurs joueurs machines je parle. S'il y en a plusieurs qui sont connectés sur le serveur, à ce moment-là, automatiquement il y a des matchs qui sont organisés entre ces joueurs-là pour voir à peu près calculer leur score et puis c'est une espèce de tournoi permanent quoi. Puis voir quel est le meilleur joueur. Donc c'est une manière pour la communauté de tester un peu ces joueurs. Et il y a un autre serveur là, Dresden, là, qui permet lui aussi de fonctionner en GDL, mais aussi en GDL2, donc avec des jeux à information imparfaite. Et donc là, c'est plutôt possible de jouer à la demande, il n'y a pas vraiment de tournoi permanent. Donc sur le site de l'université de Dresden. Donc voilà, donc ces serveurs-là, ça permet éventuellement de mettre au point nos joueurs et puis de les entraîner. C'est parce que effectivement, je l'ai pas mentionné, mais que ce soit les compétitions là et puis les serveurs, en fait, nos joueurs, en gros, ils sont mis en ligne. Ils tournent sur une machine qu'on gère nous-mêmes, quoi. Mais ils peuvent être interrogés par un serveur comme ça pour pouvoir être sollicités pour pouvoir jouer à des jeux. Donc typiquement, bon, là c'est plus le cas, mais moi j'avais un joueur qui était en permanence, qui tournait sur une machine dédiée et qui attendait que effectivement, quand je m'étais inscrit sur le serveur, qui attendait que le serveur lui demande de jouer à un jeu et à ce moment-là il jouait le jeu, etc., etc. Un seul à la fois parce qu'on va voir que c'était quand même assez coûteux, quoi. Alors les compétitions, alors il y en a eu principalement deux qui ont été organisées, enfin plus une là en GDL2, hein. Donc la principale c'était les International General Game Playing Competition. Donc avec des règles de jeu, évidemment, ça joue à des jeux dont on connaît, qui sont pas connus à l'avance, hein. Donc ça utilise le Game Description Language que je vais vous définir un peu plus tard. Ça utilise une horloge fixe pour initialisation et chaque coup, hein. Donc c'est-à-dire que dès qu'on lance le jeu, on donne
Ici, les règles, on envoie les règles du jeu, hein, sous la forme de ce langage de description et heu et on donne aussi les minutages, hein. C'est-à-dire que ça va vous dire, par exemple, vous avez 2 minutes de réflexion au départ, juste pour analyser les règles du jeu et mettre en place votre programme et ensuite vous avez, quelque chose comme 20 secondes par coup. Voilà et donc le game master, le truc qui le programme qui communique avec les différents joueurs, lui, il s'assure qu'effectivement, les temps ici sont bien respectés, hein. Les temps limites sont bien respectés. Donc il y a un aspect où effectivement faut répondre forcément et répondre vite et répondre juste en fait, hein. Et il faut pas, quand on a reçu la règle du jeu, on est obligé de jouer exactement comme il faut, hein. On n'a pas le droit d'enfreindre les règles, hein. Dès qu'on enfreint les règles, c'est évidemment des pénalités. Si vous enfreignez la règle, c'est-à-dire que enfin, typiquement enfreindre la règle, ça veut dire jouer un coup qui est pas autorisé. Vous imaginez les échecs et puis vous déplacez une pièce n'importe comment, ça c'est pas autorisé. Donc évidemment, quand vous envoyez votre coup qui est pas autorisé, le game master, celui qui coordonne tout ça, il reçoit votre coup, il constate que le coup est pas autorisé, et donc il va jouer. Au départ, il joue un coup à votre place qui lui est légal, mais tiré totalement aléatoirement, donc qui va pas forcément faire vos affaires. Et puis au bout d'un certain nombre de coups comme ça qui sont illégaux, a priori vous êtes disqualifié, quoi. Alors donc il y a pas dans ce que je vous ai raconté, il y a pas d'opérateur humain. Alors il y a pas mal de compétitions qui existent encore là, et j'étais aussi notamment, en 2019 là, j'ai assisté à une compétition où en fait les gens viennent avec leur ordi, ils se mettent à côté de leur adversaire qui a lui-même son ordi et puis ils se communiquent, par la voix le coup qu'ils veulent jouer en fait, hein. Donc il y a des compétitions comme ça, surtout aux échecs, au Go surtout. Et là, c'est pas du tout le cas. Là, vous êtes dans un cas où il y a pas d'opérateur humain, donc tout est il y a un protocole qui est défini et donc ça passe par IP, quoi. C'est un protocole TCP/IP. Donc ça existe depuis 2005, et puis ces dernières années, il y en avait pas et là, il y a une tentative d'en remettre, mais pas forcément dans les mêmes, avec les mêmes, règles, en fait, quoi, pas forcément avec ce langage de description-là. Il y a une autre compétition, c'était Open Tiltyard, là, donc était liée au serveur de jeu Tiltyard dont j'ai parlé juste avant, et donc qui est d'une organisation similaire et qui existe depuis 2015. Et donc, je mentionne vite fait, il y a eu une tentative effectivement de faire un Open Australia en 2012 pour les jeux information imparfaite, mais c'était ça a été la seule tentative. Il faut savoir que les jeux information imparfaite sont beaucoup, beaucoup plus coûteux, notamment compte tenu de ce langage-là. Je vais vous l'expliquer après comment il fonctionne. Mais effectivement, déjà, ça, c'est assez combinatoire, le GDL, mais le GDL2, c'est hyper combinatoire. Enfin, ça fait exploser encore plus la combinatoire par rapport au GDL, donc c'est extrêmement compliqué à jouer correctement à ces jeux-là, hein, parce que l'idée, c'est aussi de jouer correctement. Voilà, donc par exemple, sur une compétition qui a eu lieu en 2015 ici, là, si je me souviens bien, ouais, ça doit être ça. Ouais, là, je vais vous décrire en vrai la compétition où j'ai gagné, en fait. Enfin, plutôt, c'est mon joueur qui a gagné et donc pour voir un peu ce que j'y avais mis dedans, pour que ça fonctionne pas mal et que ça marche, en fait, quoi. Ah non, c'est peut-être pas celle-là, c'est celle où je suis arri peut-être celle-là, j'avais juste arrivé en finale, en fait, quoi. Ça doit être ça. Et c'est peut-être l'année d'après où j'ai gagné la compétition, quoi. Donc là, vous voyez qu'il y a un certain nombre de joueurs, donc avec chacun un nom que leur concepteur a inventé, hein, ou leur conceptrice, hein. Vous avez un certain nombre vous pouvez voir effectivement que c'est assez divers, donc la communauté est assez dispersée dans le monde. Donc en France, il y avait Jean Méa, bon, qui était en fait mon collègue, il y avait moi, et a priori, je ne sais plus s'il y avait d'autres Français. Enfin, il y a d'autres Français qui étaient rajoutés plus tard, hein, même un qui a gagné une compétition un peu plus tard aussi, quoi. Oui, donc il y a des gens qui sont en Australie, pas mal aux États-Unis, en Pologne, au Japon, voilà, en Allemagne aussi. C'était ça en gros les gens qui étaient de la communauté, quoi. Ok. J'ai les jeunes qui m'informent qu'ils ont retiré la limite de 40 minutes, quoi. Je vais bien me cliquer en disant que c'était formidable.
Bien, donc voilà, donc plein de compétiteurs et donc on va regarder un petit peu ça et puis je vais commencer par on va passer un peu en revue les différents jeux en fait, qui étaient, pour que vous ayez une idée en fait du type de jeu qui était là et puis pour qu'on puisse discuter un peu sur, à quoi ça ressemble en fait, quoi. Alors il y a un jeu qui s'appelle, ici, Hamilton, donc comme son nom l'indique, c'est un jeu où il fallait trouver un cycle hamiltonien dans ce graphe. Donc un cycle hamiltonien, c'est le problème du voyageur de commerce, en fait, hein. Donc vous devez partir de là et vous devez visiter tous les sommets et revenir à votre sommet initial, éventuellement. Donc, je sais plus si c'était une version cycle hamiltonien ou si c'était une version juste passer par tous les sommets et c'est tout. Donc bon, que ce soit l'un ou l'autre, a priori, c'est un problème qui est a priori difficile puisque c'est un problème qui est NP complet, me semble-t-il. Donc bon, NP complet, ça veut pas dire que c'est tout le temps difficile, hein, ça dépend des instances évidemment. Il y a des instances faciles et il y a des instances difficiles, hein. Si je vous demande de faire de trouver un cycle hamiltonien dans un truc qui est dans un graphe comme ça, évidemment, c'est tout à fait trivial puisque vous n'avez pas le choix, que quoi que vous fassiez, vous allez trouver forcément le cycle hamiltonien. Donc c'est évidemment, c'est le fait de dire NP complet, ça veut pas dire impossible, hein, ça veut dire qu'il y a des instances qui sont. Enfin, il n'y a pas de problème général qui peut résoudre toutes les instances en temps polynomial. Mais on peut vérifier que c'est correct en temps polynomial. Alors, donc voilà la tête du truc. Bon, évidemment, le programme, lui, on lui balance pas un graphe comme ça, hein. Donc ça c'est la représentation, parce que à la fois pendant les compétitions, pour que les humains puissent aussi y assister et apprécier éventuellement la qualité des joueurs ou leur indigence, je ne sais pas, ça dépend en fait de leur niveau. Il y a évidemment une représentation qui est créée pour traduire à chaque état du jeu à quoi ça ressemble pour que nous, on puisse visualiser ça en tant qu'humain, quoi. Évidemment, c'est pas la représentation qu'a la machine. Et au niveau des règles de jeu, évidemment, c'est pas des choses qui sont écrites forcément pour des humains, même si évidemment on peut les lire, hein, parce que c'est évidemment des humains qui créent ces descriptions-là, quoi. Donc voilà, donc un premier petit jeu là où il faut juste essayer de parcourir toutes les. Je vais pas m'y essayer là, mais voilà. Donc ça c'est vraiment c'est sur le premier jour de la compétition. Ça servait, c'est juste des, je sais pas s'il y a, ouais, il y a des puzzles et peut-être des matchs aussi, mais aussi des puzzles en fait. Ça permet de faire un peu un premier classement pour pouvoir organiser le tournoi du jour suivant. Donc il y a un autre type de jeu, Hunter. Alors, oui, c'est ça. Donc Hunter, là, c'est un jeu où vous avez un knight, là, un cavalier. P, c'est des pions. Et en fait, vous devez essayer de capturer un maximum de pions. Alors là, on voit que effectivement, le knight, là, le cavalier, il est parti d'ici, il a sauté ici, puis il a sauté ici. Et le but, en fait, c'est de trouver un chemin quand même dans lequel, effectivement, vous allez capturer un maximum de trucs. Donc là, vraiment, c'est vraiment un truc pour, parce que les niveaux des joueurs étaient quand même assez distincts. C'est vraiment le premier jour à vérifier que votre joueur il tient la route, quoi. C'est en gros, est-ce qu'il est capable de jouer sans jouer des coups illégaux? Est-ce qu'il est capable de répondre à temps compte tenu des limites de temps qu'il y a pour chaque coup, etc., etc. Donc là, effectivement, c'est volontairement pas très gros. Je pense que ça, il faut quelques millisecondes pour mon joueur pour a priori pour le résoudre, hein. Il y a un Hunter Big là, qui est juste un petit peu plus big, hein, pas beaucoup plus, hein, non, mais donc là c'est le même principe, hein, donc c'est effectivement donc c'est un cavalier qui doit parcourir et essayer de capturer un maximum de pions. Et je pense qu'en fait que les grilles sont faites pour que, a priori, le cavalier soit capable de capturer l'ensemble des pions. Voilà. En sachant que, a priori, le joueur qui joue à ça, la machine, elle n'a pas forcément conscience. C'est une machine, hein, évidemment, elle n'est pas intelligente, mais elle n'a pas forcément de moyen de savoir qu'il est possible ou pas de capturer tous les pions. En fait, tout ce qu'elle sait, c'est à la fin, c'est quel score elle a obtenu, hein. Alors peut-être que si le concepteur de la description de ce jeu a dit le score, alors les scores, ils sont donnés entre 0 et 100. Donc c'est un entier entre 0 et 100 pour le langage dont je parle. Et donc il peut décider que le score est égal à 100 tant qu'il reste encore un pion sur la. Enfin, non, il est égal à 100 quand vous avez capturé tous les pions.
Et ensuite, bon, là, je sais pas combien il fait, 3, 4, 5, bon, là, il y en a 100. Donc, par exemple, le score, ça pourrait être le nombre de pions capturés. Alors, il faut savoir qu'effectivement, le joueur, en tout cas le mien, qui essaye de jouer à ça, il va essayer de jouer compte tenu du temps qui lui est imparti jusqu'à ce qu'il ait le score qui soit égal à 100. Et évidemment, si c'est pas possible d'obtenir 100 sur une grille pareille, parce que peut-être que la grille a une certaine géométrie qui fait que, compte tenu des déplacements d'un cavalier, c'est pas possible de tout choper. Et pas mon joueur, il va, du coup, il va pas répondre en quelques millisecondes, quoi, pour trouver la solution optimale. Il va chercher tant que, effectivement, il n'a pas obtenu le score 100 qui est peut-être impossible à obtenir, hein. Mais évidemment, il répondra, au bout d'un moment, il va s'arrêter et il enverra sa meilleure solution avant la limite de temps imparti. D'accord? Donc, quand je parlais que ça prend quelques millisecondes, ça serait seulement si effectivement la solution avec le score égal 100, eh bien, on peut bien l'atteindre. Alors, un autre jeu de type puzzle, en fait, donc ça s'appelle 8 Puzzle, donc c'est un taquin. Donc, je pense que vous savez éventuellement ce que c'est. Donc, c'est un jeu dans lequel vous pouvez faire glisser les pièces. Donc, cette pièce-là, vous pouvez la faire glisser là, quoi. Du coup, là, il y aura le 1, et puis là, vous vous retrouverez avec la case vide, quoi. Et après, vous pouvez prendre le 3, le déplacer là, et donc là, vous aurez un 3, et puis là, vous aurez la case a priori qui est vide, quoi. D'accord? Donc, vous pouvez déplacer comme ça la case vide, et en même temps, vous déplacez les différentes cases. Donc, je déplace le 1 là, ou je déplace le 8 en dessous, quoi. Et donc, ça crée un nouvel espace libre, et puis je déplace les autres pièces. Et le but, je pense, c'est d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est un jeu qui est extrêmement simple, quoi, mais qui est assez combinatoire, hein, parce que évidemment, là, je peux peut-être le mentionner tout de suite, telles qu'elles sont faites les descriptions de jeu et donc la manière dont sont partagés les états du jeu, ça, la manière dont c'est décrit dans le Game Description Language, l'état du jeu, ça consiste à dire il y a un set, bon, il y a des coordonnées, je vais imaginer ça comme ça. Je vais commencer un peu à vous introduire au langage de description de jeu, mais, euh, mais directement là-dessus. Donc imaginons qu'il y a ABC, DEF, quoi. Voilà. ABC les lignes, DEF les colonnes, et on pourrait dire que une représentation du fait qu'il y a un set à cet endroit-là, ça pourrait s'écrire de la manière suivante, par exemple, plaque AD 7. Voilà. Donc ça, c'est par exemple, c'est un fait qui dit qu'en fait, il y a un set, voilà, aux coordonnées ligne A, colonne D, quoi. Et de la même manière, il y aurait ici pour le 3 central, hein, il y aurait un fait qui s'écrirait plaque avec, c'est un en BE, et dedans il y a un 3. Voilà. Donc là, il faudrait rajouter les faits pour l'ensemble des trucs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y aurait 8 faits de ce type-là qui disent comment se replacer les différents éléments. Ça, c'est pas nécessaire de dire que cette place-là est vide. On peut le mettre, hein, mais effectivement, c'est un peu redondant. Ça peut se déduire, en fait, quoi. Donc, c'est possible, il suffit de mettre un 0, par exemple, décider que c'est une case 0 ou un truc comme ça, quoi. Et il y a aussi le fait que il y a éventuellement un autre fait qui dit où est-ce qu'on en est, quoi. Bon, par exemple, step 0, quoi. Bon. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que, par exemple, là, quand vous allez jouer à un jeu type 8 Puzzle, là, au taquin, initialement, le jeu est dans une certaine configuration. Donc, certaines configurations elle est décrite par cet ensemble de faits, et aussi le fait que vous êtes à l'étape 0. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est que si vous déplacez, je suis en train d'expliquer l'aspect combinatoire un peu du jeu, si vous déplacez ce 1 ici, bah, ça va changer le fait pour le 1. Hein. Il y avait un truc qui était plaque CF1, il va passer pardon, vous aviez plaque CE1, et ça va passer en plaque CF1. Et ensuite, le step ici, lui, il va forcément passer à l'étape 1 pour dire qu'effectivement, vous avez déjà fait une étape de plus. Et si jamais ce 1 là que vous aviez placé là, vous le remettez là, et ben, vous allez vous retrouver exactement comme la même description, l'ensemble des faits qui décrire 7, 5, 2, 4, 3, 8 et 6, 1. Cet ensemble de faits va se trouver exactement pareil, sauf que là, vous allez vous retrouver avec un step qui se trouve être égal à 2, du coup. Et du coup, de manière, sans chercher plus loin, la machine
l'état initial tel qu'il est comme ça et l'état dans lequel vous avez déplacé un 1 puis vous l'avez remis ici, ce sont 2 états qui sont différents. Et a priori, il ne peut pas se rendre compte que c'est exactement le même état, hein, parce que, à moins de faire une analyse et voir qu'effectivement, il y a une espèce de truc qui s'appelle step ici, hein. Mais step, c'est moi qui l'ai mis ici pour dire que c'est une étape, hein. Mais j'aurais pu l'appeler Tartampion ou Pikachu, ça aurait fait jouer le jeu, on aurait marché exactement de la même manière. Donc on peut pas, pour essayer de trouver le fait qu'effectivement il y a un stepper comme ça, c'est pas juste en regardant le nom des choses, puisque les noms plaques et tout ça, c'est des noms que j'ai inventés moi. Là, et donc qui dépend de la manière dont le concepteur de la description a décidé de les appeler. De plus, il se passe un truc aussi, c'est que pendant les compétitions, même si l'humain a donné des noms qui avaient à peu près du sens là pour ces différents faits, il y a un obfuscateur, donc le programme passe dans une moulinette, hein, qui va remplacer tous les mots-clés ici par d'autres mots en fait, pour éviter que les programmes fassent ce genre d'analyse, quoi. D'accord? Donc il y a une première, voilà, c'est juste une première difficulté que je voulais mentionner, c'est qu'effectivement, il n'y a pas forcément moyen de se rendre compte qu'on est revenu sur une position qu'on avait déjà explorée. Et donc, du coup, ça expose encore plus la combinatoire. Parce que là, sur un jeu comme ça, alors je ne sais pas si je vais me risquer à essayer de faire un calcul pour savoir combien de possibilités d'agencer ces machins-là, en sachant que s'il est résolu comme ça, si vous permutez si vous cassez le jeu et que vous permettez le 6 et le 1, à ce moment-là, il est plus résolu, hein. Donc, il y a une espèce de parité sur la manière dont sont agencées les tuiles. Et donc je sais pas combien il y a de possibilités, mais le fait qu'il puisse pas se rendre compte qu'il est revenu sur une solution précédente, bah ça fait exploser pas mal les possibilités, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais mentionner là-dessus. Donc pas de possibilité forcément de voir qu'on s'est retrouvé. Alors pourquoi le concepteur du jeu rajouterait un step ici? Alors, faut savoir qu'en GDL, on veut que les jeux se terminent forcément, d'accord? Donc soit les jeux se terminent naturellement, c'est-à-dire que naturellement, et on peut le prouver, le jeu, on sait qu'au bout d'un certain nombre d'étapes, il va forcément s'arrêter, il y a pas le choix. Soit dans un jeu comme ça, c'est un jeu qui va être potentiellement infini, hein. Si le 1 là, je fais des allers-retours dessus comme ça, quoi, bah, effectivement, je peux y passer toute ma vie. Donc pour pallier ça, sur un jeu comme ça qui est a priori qui est infini, le concepteur de jeu rajoute une règle qui, heu, qui compte le nombre de coups. Et au bout d'un certain nombre de coups, par exemple, si c'est pas résolu au bout de 50 coups, à ce moment-là, il décide que le jeu est terminé, que vous avez perdu. Voilà. Et plus le concepteur du jeu met un step comme ça enfin un horizon limite qui est loin, plus votre programme aura du mal à essayer à trouver la solution. Voilà. En sachant que on va voir que les approches qui sont utilisées pour jouer à ces jeux-là, c'est vraiment a priori au départ, c'est des approches dans lesquelles l'agent en fait il joue n'importe comment. Il joue n'importe comment, petit bonheur la chance, il espère au bout d'un moment de trouver la solution, hein. Donc vraiment a priori en première approximation, la première chose à tester, c'est une méthode de Monte Carlo pure où j'essaye plein de possibilités et essayer par chance à trouver la solution. Voilà. Donc c'est un problème qui posait quand même pas mal de problèmes à pas mal de joueurs. Bon, le mien, il le résolvait assez rapidement, mais c'est pas le jeu a l'air très simple comme ça, mais c'est pas forcément évident. Et vous le verrez en fait quand je vous montrerai un peu l'architecture de truc, quoi. Hop. Alors un autre jeu bien connu, le Sudoku. Donc c'est un jeu que j'ai pas besoin de présenter, hein. Donc vous avez a priori c'est sur une grille fixe, hein, donc on vous donne une grille comme ça, il faut le résoudre. Alors ça, je pense que mon joueur n'était pas capable de le résoudre. Euh, Parce qu'en réalité, évidemment, dans la description des règles du jeu, vous n'avez pas la logique, il vous explique pas la logique tout à fait du Sudoku. Il y a des règles qui vérifient qu'effectivement les 9 nombres possibles sont dans chacune des parties là, qui sont sur les diagonales et tout ça. Mais en réalité, je pense que sur ce jeu-là, il vous autorise tout. D'accord? Vous êtes capable de jouer ce que vous voulez. C'est-à-dire que si ça me plaît de mettre un 2 ici, eh ben, je peux mettre un 2 ici. Et il va pas me sanctionner, quoi.
A priori, ça va être un des coups autorisés. Donc a priori, c'est un jeu où les actions, l'ensemble des actions est extrêmement large. Vous avez la capacité de jouer un peu sur ce que vous voulez. Et donc éventuellement mettre un 2 ici, alors qu'effectivement il était bloqué là, c'est tout à fait possible. Il vous sanctionnera pas. Il vous sanctionnera qu'à la fin du jeu, quand vous aurez rempli toute la grille, il va la comparer parce que lui, il a enfin, dans la règle du jeu, il y a la grille, pas dans la règle du jeu. Je pense que juste seulement à la fin, il va vérifier qu'effectivement tout est correct ou pas, quoi. Donc il va vérifier que tous les nombres sont distincts dans chacune des zones, sur les lignes et sur les colonnes. Et donc c'est extrêmement pénalisant, quoi. Parce que si vous jouez complètement, aléatoirement, bah, vous avez pratiquement aucune chance de tomber sur la solution, quoi. Voilà, la probabilité est quasi nulle, hein. Donc vous remplissez, ça se passe comme ça, vous remplissez votre grille, à la fin, il vérifie. La vérification prend sans doute pas mal de temps vu la tête du langage, hein, et les interpréteurs qui sont assez lents. Et là, vous vous rendez compte que pratiquement votre solution est fausse. Et vous avez aucun moyen de savoir si elle était un petit peu juste ou un petit peu fausse, hein. Donc c'est un jeu qui est extrêmement compliqué et qui demande de l'analyse des règles qui soit un petit peu poussée, quoi. Alors, ouais, Buttons and Lights là, donc c'est des jeux où vous avez des boutons et il faut essayer de faire allumer des lumières en fait, quoi. Donc un jeu qui est pareil, quoi. Celui-là qui est pas très compliqué, il se résout quand même assez rapidement. Donc Buttons and Lights, c'est juste une instance de 3 comme ça. Donc vous avez 3 lumières comme ça, vous avez 3 boutons et puis vous appuyez sur les boutons et ça allume par exemple ces 2 lumières-là. Et vous rebaissez un autre bouton, ça éteint celle-là, ça rallume celle-là et en fait, il y a une certaine combinaison qui va faire que, au bout d'un moment, les 3 sont allumés et là, vous aurez gagné, quoi. Donc c'est un jeu pareil où vous pouvez pas vous rendre compte que vous êtes revenu sur un état précédent, parce qu'en plus il y a un état interne, au jeu où vous savez pas trop, il est pas vraiment caché parce que vous y avez accès quand même, quoi. Mais mais vous n'y avez pas accès directement, selon le graphe du jeu, avec les états et les actions. Et donc vous aviez 2 variantes là qui étaient données, parce que le jeu simple en fait il est résolu, pratiquement par tous les joueurs et de manière extrêmement rapide, évidemment. Donc il y avait une tentative, ils ont essayé effectivement de compliquer un peu le jeu en mettant plusieurs comme ça et en demandant de gagner seulement sur un ou d'essayer de gagner sur tous. Donc c'était une manière en fait de complexifier un petit peu le jeu, quoi. Alors un autre jeu qui était présent, Untwisty Corridor. Donc c'est un jeu dans lequel en fait vous partez ici de start ici et vous arrivez à win en fait. Là vous avez un lose quand même. Et alors quand même, si vous êtes susceptible d'avancer pas mal, quoi. Donc pour obtenir un maximum de points, vous devez partir de start, avancer comme ça, et puis directement gagner. Bon là, ça a l'air facile parce que le truc a été dessiné correctement, mais il faut vous imaginer vous êtes vous êtes à l'intérieur du couloir là, et vous devez avancer et puis essayer d'arriver au win, quoi. Ce qui est pas forcément évident, en sachant qu'il y a vraiment un chemin qui est hyper lent. Ça consiste à faire, ouais. Soit vous allez directement comme ça, à chaque fois en suivant cette flèche-là, soit vous avez plein de possibilités, en fait, de vous retrouver sur la partie de gauche, qui mène, en fait, à lose. Donc le jeu a été pensé comme ça pour essayer bon, tester les capacités des joueurs, évidemment. Mais imaginez que si vous avez un joueur qui joue complètement aléatoirement, et ben là, je sais plus combien il y a de flèches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 flèches en tout, là. Donc il y a 8, à partir de start, il y a 8 transitions possibles. Et vous avez seulement une chance sur 8 de prendre la bonne. Donc si vous tirez aléatoirement de manière à chaque fois équiprobable, vous avez toutes les chances de vous retrouver à chaque fois de l'autre côté. Et plus vous avancez, et puis quand vous avancez, à chaque fois, vous allez vous retrouver avec le même choix à chaque fois. Donc au niveau des probabilités, hein, si vous jouez vraiment, faites un test qui est complètement aléatoire, vous avez toutes les chances de vous retrouver forcément dans l'outre, quoi. Je ne sais pas quel est les probas, mais vous avez plus de 99% de vous retrouver dans l'outre, quoi. En jouant complètement aléatoirement. Et seulement peut-être beaucoup moins de 1% pour gagner. Vous pouvez faire les calculs si ça vous amuse. Donc là, c'est pareil, quoi. Donc les joueurs doivent être capables de faire ça en sachant qu'effectivement, ils n'ont pas cette analyse que je peux faire là, moi, en live, en regardant ce jeu-là, puisque tout ce qu'ils sont capables de faire, eux,
En gros, en première approximation, si les joueurs ne font pas d'analyse des règles spécialement, tout ce qu'ils voient, c'est que on part de start ici, là. Donc tout ce qu'ils voient, eux, c'est l'arbre de jeu qu'ils sont en train de construire, quoi. Donc ils demandent, ils ont reçu les règles du jeu, ils savent qu'à partir de start, il y a 8 possibilités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Elles sont indistinguables les unes des autres. Bon, il y a évidemment, mais a priori, je sais pas s'il a un numéro spécial, c'est sans doute, quoi. Peut-être que c'est toujours le choix numéro un qui fait prendre ce couloir-là, hein. C'est tout à fait possible, quoi. Mais lui, tout ce qu'il voit, c'est ça. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est dire bon bah au début il sait rien, donc je dis je vais en tirer un intoléramment celui-là par exemple. Et puis donc j'étais là, hop, et puis maintenant je me retrouve ici. Et là il se retrouve à nouveau avec 8 trucs quoi. Donc tout ce qu'il peut faire au début c'est tester aléatoirement et jusqu'à la fin, éventuellement jusqu'à la fin du jeu et constater très souvent qu'il a perdu, quoi. Voilà. Donc un jeu qui est d'apparence très simple comme ça, mais qui peut poser quand même pas mal de problèmes. Donc voilà, donc ça j'ai fait, voilà, donc ça c'était toute la liste des jeux qui ont été pendant le premier jour. Donc c'était que des puzzles, hein. Donc c'est juste pour mesurer un petit peu la force des joueurs pour pouvoir faire la. Ah non, non. Donc on visait un peu la force des joueurs quand ils sont tout seuls. Et ensuite il y avait toute une série de jeux en fait où c'était des jeux à 2 joueurs ou plus. Donc je vais décrire ici. Alors le premier jeu ici c'est Pentago. Donc c'est une espèce de jeu de morpion. Alors, où il faut aligner 5 pions en fait, hein. Donc soit il y a un joueur rouge, un joueur noir, il doit aligner 5 pions. Et donc c'est une particularité, c'est que en gros à chaque tour, un joueur il peut poser un pion. Donc là il y a déjà 4 pions rouges, donc j'imagine que c'est à noir de jouer. Donc il peut peser 4 pions. Donc imaginons, là il pose son pion ici. Donc là, il peut poser un pion là où il veut. Et ensuite, il a le droit de faire tourner un des 4 cadrans. Parce qu'en fait, là, donc il y a un cadran ici, un cadran ici, un cadran ici, un cadran ici, et on a la possibilité de les faire tourner de 90 degrés. Donc il peut par exemple décider de tourner ce cadran de 90 degrés, ce qui ne changera rien en fait, puisque a priori il y a une symétrie de rotation là qui fait que ça ne change rien. Mais il pourrait décider par exemple de faire tourner celui-là donc vers la gauche, donc dans le sens trigonométrique, donc de 90 degrés. Et donc, ce qui se passerait, c'est que à ce moment-là, le truc qui se trouvait ici, là, le pion qui se trouvait ici, maintenant, il se retrouve ici. Donc, à chaque tour, il a la possibilité de placer un pion et de faire tourner un des 4 cadrans. Et ensuite, à son adversaire, il peut faire la même chose. Donc, du coup, c'était un peu pour mettre en échec tous les joueurs qui essayaient de faire de l'analyse. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas, dans la description du jeu, vous avez une description implicite de la topologie du jeu. Le fait que ça se joue sur une grille comme ça, quoi. Ou que ça se joue sur un truc en 3D, ou que ça se joue sur un échiquier hexagonal, ou des choses comme ça, quoi. Donc vous avez la possibilité, effectivement, d'en déduire ça. Et donc, il y a un certain nombre de programmes qui essayaient d'analyser effectivement la règle du jeu pour essayer de retrouver des patterns qui essayaient de retrouver effectivement que ça se jouait sur un cadran, enfin, pardon, sur une grille en 2D de ce type-là, quoi. Et donc, du coup, il pouvait éventuellement analyser que c'était bien d'aligner des pions ou pas analyser des pions. Mais c'est ce genre de méthode, effectivement, c'est un petit peu des recettes de cuisine hein, qui s'appuyait pas mal en fait sur la connaissance déjà des jeux existants, hein. Puisque même si pendant les compétitions les jeux sont nouveaux à chaque fois, évidemment, pendant ben, une fois que les compétitions ont joué, les jeux ils existent, ils sont sur les serveurs et a priori les joueurs peuvent s'entraîner dessus, hein. Donc il y a des jeux qui revenaient, on pouvait essayer d'optimiser ces programmes sur des jeux qui existaient déjà. Et donc ça, c'est pour mettre un petit peu ça en échec, parce que bon, c'est effectivement sur une grille, mais effectivement, la grille, il y a la possibilité en faisant tourner ces cadrans, que les alignements soient pas tout à fait corrects, en fait. Et ça rajoute évidemment aussi de la combinatoire.
Voilà, donc un jeu qui était intéressant du point de vue de effectivement de la topologie qui est pas forcément, topologie du jeu qui est pas forcément évidente. Alors le Nine More Tic Tac Toe, là, c'est un jeu que je vous recommande là, si vous vous ennuyez en cours par exemple là. Donc c'est un jeu beaucoup plus intéressant que le Morpion, qui n'a strictement aucun intérêt, puisque vous le savez tous, le Morpion, une fois que vous savez que vous ne pouvez pas perdre, le jeu devient beaucoup moins intéressant. S'il y a des gens qui connaissent pas le Morpion, n'hésitez pas à me le dire, je vous explique les règles. Bon, le but en fait c'est, donc là vous avez je prends juste cette partie-là là. Vous avez une grille de Morpion, le but c'est d'aligner, 3 éléments de la identiques en fait quoi, hein. Donc il y a un joueur avec les croix, un joueur avec les ronds et hem et donc le but c'est de faire ça. Alors ce jeu-là, il est vraiment beaucoup plus intéressant parce qu'évidemment là, on peut pas je sais pas s'il a été prouvé qu'il y a une stratégie gagnante, sans doute, je sais pas, mais en tout cas, c'était peut-être pas forcément à la portée de nos joueurs. Heu, alors c'est super intéressant ce jeu. Alors donc il est déjà dans une certaine configuration, je sais pas qui c'est à qui de jouer, je vais dire que c'est au X de jouer et en fait, à un moment donné, si c'est à X de jouer, il y a aussi une contrainte, c'est que, X doit jouer et c'est forcément dans une des, je vais essayer de prendre un endroit où il est pas en mesure de gagner. Voilà. Donc imaginons que c'est à X de jouer et que, le morpion actuellement sélectionné, ça c'est celui-là que j'ai entouré en bleu. Bon, alors donc ici là, donc son but dans ce cadran bleu, c'est évidemment d'essayer de gagner, donc d'essayer d'aligner des X, hein, donc par exemple dans un truc comme ça, enfin il peut jouer qu'une seule fois là. Donc il doit placer son X quelque part. Ce qui serait pas mal, c'est de le placer ici éventuellement pour bloquer le rond pour qu'il gagne pas la prochaine fois. Mais en fait, la manière où enfin l'endroit où il va jouer dans cette grille-là, va décider dans quelle grille va se dérouler le coup suivant. Donc par exemple, si rond là, enfin si le X là, il décide de jouer là, ça veut dire qu'à l'étape suivante, en rouge là, c'est ce cadran-là qui est sélectionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, le X là, il était placé au centre de la grille. Et là, vous voyez qu'il y a aussi l'équivalent d'une grille de 3 sur 3. Donc là, la position dans cette grille de 3 sur 3 où je place le X, ça détermine une position dans cette grille de 3 sur 3, la grande grille de 3 sur 3. Et donc ça désigne cet endroit-là pour jouer. Donc du coup là, ça sera à rond de jouer. Et il va peut-être décider d'aller jouer, par exemple. Alors, il va pas décider de jouer là, parce que s'il jouait là, ici, X, il va gagner. Il va pas décider de jouer là, parce que sinon X, il va gagner. Vous voyez, donc ça bloque pas mal de trucs. Il va pas décider de jouer là non plus, parce que X va gagner. Pardon, j'ai pas fait le truc. Il va pas décider de jouer là, parce que sinon X va gagner. Et sinon, il peut décider, là, sur cette possibilité, s'il veut pas perdre immédiatement, c'est de jouer ici. Enfin, pardon, c'est mettre un rond, quoi. C'est mettre un rond ici. Vous voyez, ça fait pas forcément ses affaires, mais donc ouais, donc c'était un coup quand même pas mal pour X. Et maintenant, X, il se retrouve ici. Donc maintenant, c'est cette, donc façon envers, hein. C'est celle-là qui est sélectionnée et c'est à X de jouer. Bon, là, pour pouvoir regarder, il a 4 possibilités. Faut qu'il se débrouille pour pas arranger haut, quoi. Donc vous voyez, donc c'est un jeu qui là, du coup, qui est beaucoup plus intéressant que le Morphion classique, parce que là, vous pouvez pas forcément prévoir comment ça marche. Voilà, un jeu très intéressant et qui est pas forcément trivial pour les joueurs automatiques de jouer à ça. Évidemment, si vous faites un programme spécialisé pour jouer à ça, évidemment, votre truc, il sera super fort, quoi. Je dis l'aspect difficile, c'est le fait que on fait des programmes qui doivent être capables de jouer à tous les jeux. Alors, Multiple Tic-Tac-Toe, ça, c'est une variance, mais complètement débile, dans lequel vous avez plein de morpions comme ça, mais en fait, il y en a qu'un seul qui compte, c'est celui du milieu. Et évidemment, votre joueur, il s'en rend pas forcément compte, donc il va peut-être essayer de jouer dans parce que c'est des coups possibles, dans les trucs d'à côté, alors que ça ne sert à rien, au lieu de jouer dans le cadre qui est important, quoi. Donc là, c'était juste pour les aspects jeux décomposés, dont je parlerai à la fin, en fait, puisque ça, c'est des types. Là, ça, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas d'un jeu décomposable parce que quand vous jouez quelque part, ça a des influences sur le reste. Là, c'est tout à fait un jeu décomposable. Vous pouvez dire qu'effectivement, vous avez 9 jeux différents et vous essayez de gagner dans un seul des jeux et puis les autres, ils ne servent à rien, quoi. Alkerk, je ne sais plus ce que c'est comme jeu. Vous allez regarder vite fait
sur Wikipédia, mais alors donc c'est des pions qu'on peut déplacer sur les différents éléments, quoi. Mais évidemment, moi, j'en sais rien, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux dans lesquels je ne savais pas du tout à quoi jouait mon joueur. Tout ce que je me contentais de regarder, c'était un peu les pourcentages de gains qu'il estimait à chaque fois, quoi. Donc c'est un jeu de plateau qui vient du Moyen-Orient. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les règles, donc, sur le tablier, vous avez 4 carrés. Ouais. Bon, à mon avis, vous pouvez déplacer les pièces en suivant les ronds. Alors, est-ce qu'il y a des captures? Donc, il y a des captures, un peu comme les dames, je pense. Il faut aussi capturer, retirer des pions de l'adversaire au moyen d'un saut par-dessus. Voilà, donc, par exemple, c'est comme les dames. Donc, vous pouvez capturer des pions, mais alors, vous avez des contraintes, hein, effectivement, sur la manière de vous déplacer, hein, parce que vous avez pas ces déplacements-là qui sont possibles, en fait. Voilà, donc un jeu type dame, là. Breakthrough, alors ça, c'est un jeu qui est pas mal, qui est souvent utilisé en compétition, en fait. Et même des compétitions complètement classiques, hein. C'est un jeu dont les règles sont très simples et qui est pas du tout trivial. D'autant plus que vous pouvez essayer d'augmenter la taille de la grille si c'est nécessaire. Donc le but simple de ce jeu, c'est que vous avez au départ 2 rangées de pions de chaque côté. Et votre but, c'est d'emmener un de vos pions jusqu'à sur la dernière case inverse, quoi, du truc inverse, quoi. En gros, l'amener pour qu'il devienne, si c'était un jeu d'échecs, hein, pour qu'il devienne une reine. Voilà. Donc évidemment, vous avancez vos pions, l'adversaire essaye de les capturer pour les empêcher d'avancer, etc. Faire des barrages. Donc c'est un jeu qui est quand même pas mal intéressant, et surtout dans la manière qu'on va regarder les bons joueurs qui jouent à ça, la manière dont se mettent les pions. Et alors je sais plus si j'avance un peu vite fait. Non, il y avait pas. Parce qu'il y a une version aussi misère de ce jeu-là, en fait. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je parle beaucoup de jeux et pas beaucoup de recherche pour l'instant, quoi. Euh, il y a une version misère, en fait, hein. Donc le but, c'est de perdre, du coup. Le but, c'est surtout de ne pas amener son pion sur le truc inverse. Alors, on va voir, c'est juste en changeant ça. Et donc dans la description du jeu, c'est tout simple, hein. Vous changez ce qui valait un score 100, vous le mettez à 0, et ce qui valait un score 0, vous le mettez à 100. Et ça change complètement le jeu, quoi. Donc le but, c'est de pas amener son pion sur la dernière ligne adverse. Et donc quand vous regardez les déroulés de ce jeu, c'est vraiment complètement différent comme jeu, parce que le but, c'est surtout pas capturer les pions inverses. Attendez. La stratégie, elle est en deux temps. Ouais, il faut essayer de capturer un max de pions adverses, mais pas trop, parce que sinon ça vous fait trop avancer. Donc le but, c'est pas de trop avancer, mais de capturer quand même des pions inverses. Plus vous capturez des pions adverses, moins il a de pions et plus il est obligé de les avancer, en fait. Donc faut quand même en capturer beaucoup, mais quand même en laisser passer au moins un pour qu'il puisse passer de l'autre côté, quoi. C'est quand même pas mal intéressant la version misère de ce jeu-là, quoi. Donc tous les jeux, en plus ou moins, peuvent avoir une version misère où le but, en fait, c'est de perdre. Donc des fois, ça rend le jeu complètement trivial et inintéressant, et là, dans ce cas-là, je pense que ça rend le jeu encore plus intéressant. Sudoku, bon, c'est une sorte de Sudoku. Chinook, ça c'est un jeu intéressant, c'est un jeu décomposable aussi. Ouais, je reparle parce qu'on va voir comment, à partir de règles, essayer de soit à partir de règles, essayer de décomposer les jeux, et soit les faire de manière complètement probabiliste, hein, ce qu'on verra après. Donc c'est un jeu de dames, en fait, mais ce que vous remarquez bien, normalement, le jeu de dames, il n'y a que les cases blanches qui sont utilisées, me semble-t-il. À moins que ce soit les cases noires, je ne sais plus. Bon, bref, on n'utilise qu'une seule des deux sortes de cases, et là, vous avez des pions sur toutes les sortes de cases. En fait, vous avez deux jeux de dames en même temps, en fait, hein, qui sont complètement indépendants l'un de l'autre, hein. Puisqu'évidemment, quand vous prenez un pion comme ça, si vous le déplacez, il reste sur les cases blanches. Quand vous capturez aussi, hein, c'est un pion, par exemple, là, le noir, là, c'est une case noire, s'il capture, il reste sur une case noire. Et s'il se déplace, il reste sur une case noire aussi, hein. Donc, c'est un jeu de dames, en fait. Et vous avez deux jeux de dames qui se jouent en même temps, en fait, hein. Donc, à chaque fois, vous pouvez décider soit de jouer n'importe quel votre pion, donc soit de jouer dans le premier jeu, le jeu des cases blanches, soit de jouer dans le deuxième jeu, le jeu des cases noires. Donc, typiquement, là, c'est un type de jeu qui est décomposé. Donc, le but, c'est de gagner
d'avoir le gain le premier dans un des deux jeux, soit dans le jeu des cases blanches, soit dans le jeu des cases noires. Donc ça, un jeu qui se prête éventuellement à une éventuelle décomposition, en sachant que si vous décomposez pas, eh ben vous avez une combinatoire qui est beaucoup plus élevée que si vous décomposez. Hein. Parce que si vous avez deux jeux de dames l'un à côté de l'autre et puis vous devez décider des actions à prendre, bah, c'est beaucoup moins coûteux que d'avoir un seul jeu comme ça, vu comme ça, dans lequel vous avez à chaque fois beaucoup plus de pions éventuellement à bouger et dans lequel vous vous rendez pas compte forcément que si je joue ici ce pion qui est sur une case noire, si je le déplace ici et qu'ensuite quel autre? Celui-là qui est sur une case blanche, je le déplace ici dans un second temps. Donc, premier temps, lui, je le déplace là. Premier temps. Je vais peut-être écrire là comme ça. Voilà. Dans un premier temps, je fais ça. Et dans un deuxième temps, lui, je le déplace là. Voilà. Vous n'avez pas la possibilité de voir que, en fait, c'est exactement la même chose que si vous déplaciez celui-là en premier, puis celui-là en deuxième. Hein. Dans les deux cas, vous vous retrouvez exactement dans le même état, mais en fait, vous avez beaucoup plus de possibilités d'arriver à un état qui est exactement équivalent. Quoi. Donc, c'est l'équivalent du Twisty Corridor, là, où à partir d'un endroit donné, vous avez beaucoup plus de flèches. Bon, alors là, ça se joue en deux parties, quoi. Mais pour arriver d'un état à un autre état, eh ben, vous avez plein de possibilités différentes et votre programme ne s'en rend pas forcément compte. Et si vous décomposez par contre le jeu, bah ça, a priori, c'est très clair que du coup, c'est plus que c'est complètement indépendant. C'est que pourquoi j'ai pris deux? C'est pas, il y a personne qui m'interrompt. En fait, c'est celui-là le deuxième dont je voulais parler. Si on était sur les cases blanches, en fait. Hein. Si on a un qui est sur la case noire et un sur la case blanche, voilà. Alors que si vous êtes sur deux jeux différents, bah ça n'a pas d'importance parce qu'effectivement, ça ou ça, ils sont complètement indépendants, donc on les considère pas en même temps. Bon, le jeu de Hex, le but c'est, donc là vous avez une rangée qui est un peu noire, grisée, et là aussi, là pareil avec les rouges. Donc le but c'est de faire un pont pour les noirs d'une case ici à une case ici, et pour les rouges d'une case qui se trouve ici à une case qui se trouve ici. Et donc là vous avez une autre type de topologie de jeu là, où c'est sur un jeu qui est sur un gris qui est hexagonal. Voilà, donc à l'issue de la première journée de compétition là sur l'ensemble des joueurs qui étaient présents là. 18, ça doit être le nombre de matchs qu'ils ont dû jouer. Ça, c'est leur score cumulé. Donc un score en fait à l'issue de chaque jeu. Par exemple sur un puzzle, s'il a été parfaitement réalisé, après vous avez un score de 100. Si vous n'avez rien fait, vous avez un score de 0. Et vous avez éventuellement des intermédiaires, suivant le fait qu'il est plus ou moins gagné. Alors par exemple pour le taquin, hein, donc le jeu où vous déplacez des tuiles là, sur la grille 9-9 là, vous avez un score de 100 si jamais vous avez réussi à le faire en un minimum de déplacements. Et puis vous avez un score un peu inférieur si vous avez pris plus de déplacements que ça. Quoi. Donc ça c'est les scores cumulés et ça je ne sais plus ce que c'était comme score. Enfin bref, j'ai perdu la notion de ça. Quoi. Bon, ça doit être la moyenne sur 100. C'est possible en fait. Quoi. C'est tout à fait possible. Du coup, il faudrait connaître le compte pour en déduire le maximum et tout ça. Quoi. Donc si effectivement si on a ramené ça sur 100, merci de ton intervention, ça va donner ça. Donc moi mon joueur il s'appelle le joueur. Et je fais ça parce que comme ça c'est imprononçable en fait par les Anglais. Quoi, parce que je m'étais pas en fait rendu compte, mais il n'y a que des voyelles dedans. Donc j'avais obtenu ça. Donc en fait je m'étais retrouvé juste en dessous. Donc là il y avait la winning bracket là. Donc au niveau de la compétition qui allait avoir lieu le lendemain. Donc il y avait les 4 meilleurs qui étaient là, qui étaient ces joueurs-là. Et moi je me retrouvais dans la losing bracket là, qui étaient ces 8 là. Donc en gros, eux ils jouaient les uns contre les autres pour arriver jusqu'à la compétition. Donc il devait y avoir des demi-finales entre deux comme ça. Moi je vais montrer un peu le truc du tournoi. Et moi je me retrouvais dans la losing bracket avec tout ce monde-là. Et en fait ma seule possibilité pour pouvoir gagner la compétition à ce niveau-là du jeu, c'était de battre tout le monde là pour ensuite pouvoir accéder effectivement à une demi-finale avec un des éléments qui était un des joueurs qui était trouvé dans la winning bracket qui était là quoi. Donc la tâche était un peu ardue évidemment, je m'en rendais pas compte à l'époque quoi.
Alors pourquoi je me suis retrouvé ici 5e? Bon, parce que quand même, ils n'étaient pas complètement nuls, les joueurs qui étaient avant aussi, hein. Mais aussi parce que je pense que j'ai dû avoir peut-être des problèmes techniques ou des trucs comme ça, quoi. Parce qu'évidemment, enfin, il y a une intendance derrière qui est au-delà de la recherche sur comment jouer bien et tout ça, quoi. Et d'écrire des modèles, c'est que aussi votre truc, votre joueur, étant donné qu'il n'y a pas d'opérateur humain, c'est qu'il fonctionne, qu'il ne plante pas et qu'il respecte effectivement le protocole de communication qui a été établi, quoi. Et évidemment, c'est pas forcément enfin moi en tout cas, c'est pas mon métier, quoi. Je suis pas du réseau, quoi. Ni du web, ni autre chose, quoi. Et donc, effectivement, il y a quand même pas mal d'intendance derrière pour qu'au moins le truc il marche et qu'il se plante pas, quoi. C'est un peu compliqué. Voilà. Je vais aller plus vite sur les joueurs du joueur 2 parce que j'ai quand même passé 1 heure là. Alors, bon, de toute façon, en plus, c'est des jeux qui ont été déjà vus. Alors, c'est des jeux qui ont déjà été vus le jour précédent, donc on est au jour 2 là. Donc là, Hammer Tic Tac Toe, je vais dire Tic Tac Toe un peu plus intéressant. En sachant que, bon, a priori, quand mon joueur il se retrouve avec ce jeu-là à nouveau, effectivement, il n'a pas sauvegardé dans une base de données l'analyse qu'il a pu en faire précédemment. Je sais pas si d'autres joueurs le faisaient, ça j'en doute. Peut-être, c'est possible il me semble que le joueur qui a gagné cette compétition cette année-là, je pense qu'il a une base de données dans laquelle il sauvegardait effectivement les jeux pour récupérer du boulot qui a été fait avant, quoi. Ce qui pour moi c'est un petit peu triché, puisque en fait le but c'est de faire des jeux généraux, quoi. Et donc dont a priori la règle c'est de pas connaître le jeu avant d'y jouer. Après, il y a peut-être un aspect qui est intéressant, c'est que les joueurs puissent acquérir de l'expérience. Et donc pour cela, évidemment, il faut qu'ils se remémorent effectivement les différents jeux auxquels ils avaient joué. Mais la manière dont c'était fait, c'était vraiment du truc. Je pense que faudrait que je relise un peu ce qu'a fait le gagnant. Mais il stockait juste bêtement les règles sous une forme un petit peu. Il n'y a pas vraiment de représentation canonique, mais une représentation qui est quasi canonique là, pour essayer de voir dès qu'il recevait une nouvelle description de jeu, voir qu'elle matchait avec une ancienne, et donc récupérer tout le boulot qui avait été fait. Donc leur truc ne marchait que si le jeu qui était redonné était exactement identique, voilà, où les règles étaient exactement identiques sans aucun changement, quoi. Donc c'était pas tellement un truc où leur programme allait acquérir de l'expérience, mais c'était plutôt un truc dans lequel le programme apprenait par cœur des jeux qu'ils avaient déjà vus. Alors, Nine Tic Tac Toe Reverse, alors, je pense que c'est peut-être la version misère de ce jeu-là, donc c'est la version dans laquelle vous devez perdre. Donc vous devez surtout pas aligner trois de vos pions, quoi. Donc si vous êtes le joueur avec les croix, vous ne devez surtout pas aligner 3 croix quelque part. Donc ça change complètement le jeu. Le jeu Connect 4, donc c'est puissance 4, hein, donc vous connaissez, hein, vous prenez, si c'est à rouge de jouer, il place son pion là-haut, hop, et puis le pion il tombe tout en bas, hein. Vous avez déjà vu ce jeu-là, quoi. Et le but c'est d'en aligner 4. Breakthrough, le jeu on l'a déjà vu. Tic Tac Connect, je sais plus. C'est Tic Tac Toe Connect 4, je sais pas quoi là. Et bon, c'est un jeu un peu bizarre dans lequel vous avez des pièces comme ça qui sont des pions. Alors les pions, je pense que vous pouvez les lâcher, ils tombent. Vous avez des pièces de jeu d'échecs, des cavaliers que vous pouvez déplacer comme ça. Donc genre, vous avez des trucs, vous avez des pions qui sont blancs et rouges d'un côté. Donc pour un des joueurs, il a des pions blancs et des pions rouges. Et l'autre joueur a les pions noirs. Et le but, c'est que dans la grille du milieu, c'est d'aligner 3 pièces qu'on possède. C'est un jeu complètement bizarre, quoi. En sachant que les cavaliers peuvent capturer les pions. Vous pouvez capturer aussi des pièces, quoi. C'est totalement bizarre. Donc quand vous capturez des pièces, il y a une nouvelle pièce qui apparaît ici un petit peu aléatoirement ici, là, je pense. C'est pas vous qui décidez de ce que vous faites spawner, quoi. Et le but, bon, c'est de faire un alignement de 3 pièces de votre couleur dans la grille du milieu. Voilà, donc un jeu complètement bizarroïde. Sudoku, une sorte de Sudoku, là. Multiple Hunter. Donc c'est un jeu pareil où vous avez un cavalier qui doit capturer tous les pions, mais vous en aviez plusieurs en parallèle. Et il me semble que soit vous devez en gagner un, soit aucun, comme ça. John Connect 4, donc c'est pareil, toujours dans l'esprit des jeux à décomposer. L'idée c'était d'avoir 2 jeux de puissance 4 hein, comme ça, avec le jeu de puissance 4 du haut, qui est représenté là-haut ici, il n'y a pas de haut et de bas dans la description du jeu, mais
jeu du haut, vous devez gagner, et dans le jeu du bas, vous devez perdre. D'accord. Donc c'est pour ça que là, vous voyez qu'ils font des pyramides. C'est typiquement l'attitude des joueurs qui jouent à ce jeu-là. Comme le but ici dans celui du bas, c'est de perdre, ils ont tendance comme ça à aligner leurs pions les uns sur les autres comme ça. Une fois qu'ils ont fait une première ligne, ils commencent à faire la deuxième, mais on voit des comportements comme ça. Alors que là, c'est typiquement un type de jeu dans lequel ils essayent de gagner, où on voit qu'effectivement là, le rouge est en train d'essayer de créer ici des possibilités pour faire des alignements. Et donc le jeu est gagné à partir du moment où soit vous gagnez le truc du haut, soit votre adversaire perd celui d'en dessous, quoi. Donc il y a un alignement, en fait, quoi. Et très souvent, si vous arrivez à faire un match nul dans la grille du haut, a priori, il reste la grille du bas et ça joue alternativement dans l'un et dans l'autre. Donc on va voir que ce type de jeu-là, c'est un type de jeu effectivement qui est décomposable et qui est beaucoup plus facile à résoudre. Si vous avez d'un côté le jeu de puissance 4 où il faut perdre, et de l'autre côté le jeu où il faut gagner. Alors, donc le jeu de Hex, on l'a déjà vu, et un autre short. Alors je sais pas pourquoi il s'appelait short, parce que peut-être qu'il y avait moins de... Le jeu s'interrompait après un certain nombre de coups, quoi. Donc là, c'est la fin du deuxième jour de la compétition. Alors, à mon avis, vous allez rien voir parce que c'est... Bon, alors ça, c'était les 4 qui étaient arrivés en tête au départ, quoi, hein. Donc eux, en fait, ils n'ont pas eu... Bon, éventuellement, pour chaque match, en fait, ils jouaient plusieurs matchs les uns contre les autres. Le but, c'est d'avoir un écart de 2 avec son adversaire. Et à partir de vous aviez un écart de 2 victoires par votre adversaire, vous étiez qualifié pour la suivante. Donc il y a eu un tirage au sort pour déterminer qui allait jouer contre qui, hein. Donc ici, vous avez Sancho et Galvanize. Là, vous avez Général et QF Bidule. Et là, vous voyez que, alors, je ne sais pas pourquoi lui, il a gagné qu'un seul match, hein, qui lui a permis d'accéder à la compétition, à la demi-finale suivante. Alors lui, il a dû gagner 2 matchs, ce qui est complètement bizarre. Je ne sais pas. Peut-être qu'ici, le joueur avait complètement planté, et donc ils n'ont pas pu continuer, et donc il a déclaré forfait. Lui, il avait bien deux gains d'écart, quoi, et donc il a dû passer au joueur suivant. Donc ensuite, il y a eu la demi-finale ici entre eux, hein, donc Sancho contre QF Bidule Chouette, là, où Sancho a gagné ses 2 matchs, hein, et l'autre joueur n'a jamais gagné, et donc Sancho s'est retrouvé en finale. Et pour déterminer son adversaire, il devait attendre effectivement que dans la losing bracket, là, que tout soit déterminé. Mais évidemment, comme il y avait 8 joueurs au départ, hein, donc ça s'est joué avec beaucoup plus d'étapes. Donc si tout ce à quoi je vais m'intéresser, de manière purement égocentrique, hein, c'est où se trouve mon joueur en fait, quoi. Alors il se trouve là, ouais. Donc premier truc, il a dû gagner. Alors vous savez que c'est quand même beaucoup bien. Donc il a gagné 3 matchs là contre son adversaire, donc il a été qualifié. Il a dû gagner 2 matchs contre le suivant, puis il a dû gagner 2 matchs encore contre le suivant ici, puis encore 2 matchs ici contre celui-là, et ensuite dernier, là, il a dû gagner 2 matchs, voilà, contre le dernier avec, en fait, QF Bidule, là, c'est lui qui avait fait la demi-finale là, j'ai encore dû le battre lui pour accéder ensuite en finale, et donc là, je me suis retrouvé ici en finale, et j'ai gagné un match, mais mon adversaire en a gagné 2, non 3, parce qu'il fallait un écart de 2, quoi. Il en a gagné 3, donc il a gagné, en fait, quoi. Mais il était vraiment très très fort. Ce joueur-là était vraiment très très fort, quoi. Mais bon, j'ai quand même... bon, c'est un peu de l'histoire ancienne maintenant, hein, puisque c'était en 2014 en plus, quoi. C'est un peu de l'histoire ancienne, hein, parce que il s'est passé du temps depuis. Mais c'était quand même pas mal, parce que quand même, j'ai dû quand même faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs pour me retrouver comme ici. Voilà, avec donc sur les jeux dont on a parlé avant. Bon, donc on a passé beaucoup de temps là-dessus, qui était un peu une introduction un peu... Bon, j'espère que c'était pas trop dérangeant, quoi. Que ça vous a quand même un petit peu intéressé. Donc maintenant, je vais vous parler du vif du sujet, donc l'aspect représentation des jeux, et pour voir un peu ce qu'on peut en faire, notamment donc comment est fait ce Game Description Language, parce que vraiment, je vous ai juste montré vraiment la surface. Comment on représente les jeux informations imparfaites,
ensuite les propnets et éventuellement comment on fait la décomposition de jeu. Alors, c'est quoi le but l'objectif du Game Description Language? Donc, je rappelle, hein, c'est un langage qui a été défini par le groupe de logique de l'université de Stanford pour les besoins effectivement de cette General Game Playing. Je prétends pas que le General Game Playing c'est uniquement ça, quoi, hein. Et notamment les derniers développements en General Game Playing, ça n'utilise pas forcément ce langage-là, dont on va voir effectivement les avantages, mais surtout aussi les inconvénients. Et n'hésitez pas aussi à donner, si vous souhaitez donner votre avis aussi là-dessus, quoi. Si vous pensez qu'il y a des choses qui étaient ni faites ni à faire, vous n'hésitez pas à le dire et tout ça, ça permettrait d'ouvrir une discussion. Pas de problème. Donc l'objectif de ce Game Description Language, hein, c'est de décrire des jeux combinatoires à information parfaite, d'accord? Donc dans lesquels effectivement on sait précisément à chaque étape du jeu dans quel état on se trouve, d'accord? Donc ce qui était le cas de tous les jeux que je vous ai présentés juste avant. Donc pour tous les jeux que vous avez présentés jusqu'avant, je vous présentais donc sur la forme pour un humain pour qu'il puisse le voir, un état du jeu, c'est-à-dire le plateau avec où se trouvent les pions dessus, par exemple. Donc si à chaque étape du jeu, vous savez précisément quelle est la représentation, dans quel état vous vous trouvez, vous êtes dans un jeu qui a l'information parfaite, tout à fait. Donc il a été étendu pour prendre en compte les jeux à information incomplète et imparfaite. Bon, sachant que les jeux à information incomplète, on peut se ramener par une simple transformation à des jeux à information imparfaite. Donc c'était le GDL II, GDL2 ou GDL II pour Imperfect Information. Voilà, donc les jeux à information imparfaite, hein, c'est typiquement des jeux, d'une part, dans lesquels il y a de l'information cachée, ça, vous ne voyez pas forcément le jeu de votre adversaire, par exemple, ou ce qu'il est en train de faire, ou il y a du hasard, donc type jeu de dés, enfin lancer de dés, ou des mélanges de cartes au départ, des choses comme ça. À noter quand même que ça décrit les jeux combinatoires à information parfaite pour le GDL de base, hein, en fait, quoi. Il y a quand même la possibilité d'avoir des coups simultanés. Donc il y a quand même une incertitude aussi une petite incertitude sur le fait, parce que les jeux à coups simultanés, on pourrait s'imaginer qu'effectivement, c'est un jeu à coups alternés dans lequel votre adversaire commence à jouer, mais vous ne voyez pas ce qu'il a joué, et ensuite vous jouez, et à ce moment-là, après avoir joué vous, là, l'information imparfaite s'effondre, et vous vous retrouvez dans un cas d'information parfaite parce que vous savez précisément dans quel état vous êtes. Mais dans le jeu information à coup simultané, hein, c'est comme si effectivement il y avait deux étapes et à chaque fois dans l'étape intermédiaire, vous ne savez plus dans quel état vous vous trouvez. Donc les caractéristiques de ce Game Description Language, c'est que c'est un langage qui utilise la logique du premier ordre. Donc c'est similaire à du datalog, donc il y a une espèce de prologue en fait, dans lequel alors, il n'y a pas je suis pas sûr qu'il y ait de. Bon, c'est un prologue un peu spécial. Parce que le prologue, c'est un langage procédural, effectivement, et avec une mécanique d'évaluation. Alors que je pense que Datalog, c'est un langage qui est purement logique et tout ça. Je sais pas s'il y a de la négation par l'échec dedans. Je pense qu'il n'y a pas de négation dedans. Bref, donc ça ressemble à du Datalog, et donc on va dire à du prologue, et, et ça a une négation par l'échec, en fait. Et donc la syntaxe du langage, c'est des expressions à la Lisp, hein. Donc si vous avez déjà vu le langage Lisp, vous l'avez déjà vu puisque j'ai écrit tout à l'heure des steps bidules comme ça, là. Vous avez déjà vu un peu donc, des expressions comme ça, donc c'est ce qui est utilisé dans le langage Lisp. Donc c'est la manière dont ça reprend. Enfin, ça n'a rien à voir avec le langage Lisp, hein, mais c'est la syntaxe qui est utilisée comme ça, quoi. Donc au lieu d'écrire les fonctions comme ça, au lieu d'écrire f de x comme ça, on ouvre une parenthèse et on écrit f, la fonction, appliquée à x comme ça. Voilà. Donc c'est une annotation des expressions, c'est comme ça. Notation à la liste, en fait. Et si vous avez plusieurs arguments, vous en avez plusieurs derrière, en fait, quoi. Donc c'est utilisé comme ça dans les langages fonctionnels. Et donc un jeu est décrit par l'ensemble de faits et de règles, donc on va dire à la prologue, quoi. Donc vous avez un certain nombre de mots-clés donc, à utiliser, donc, comme dans tout langage, pour faire décrire vos jeux. Donc vous avez des prédicats logiques. Donc vous avez la déclaration d'une règle, donc qui est une espèce d'implique inversé comme ça, quoi. Donc qui équivaut en prologue aux deux points tirés ici, là, c'est quand vous définissez une règle.
Vous mettez la conclusion. Vous mettez une conclusion comme ça. Puis vous mettez 2 points, truc, et puis là, vous mettez l'ensemble de vos faits. Ici, que vous voulez fait 1, virgule, fait 2, etc. Je sais pas si dans le cadre de ce cours-là, on vous a parlé un peu de langage logique ou pas. Je sais pas si à moins que mon collègue, peut-être qu'il commence que la semaine prochaine. Je sais pas si vous avez déjà eu un cours avec Gauvin Bourgne. Sinon, ça sera à partir de la semaine prochaine, quoi. Il y a encore des gens ici. Oui, il y en a eu, mais enfin, c'était pas dans cette UE, c'était dans une précédente, quoi. Ouais, d'accord, ok. Ça marche. Bon, voilà, donc c'est l'équivalent, voilà. Donc du coup, en général, ça s'écrirait un peu différemment. Donc, c'est en prologue, vous avez quelque chose qui est écrit de ce type-là. Voilà. En GDL, ça serait écrit, ouvrez une parenthèse, conclusion, le symbole ici, et puis ensuite vous avez votre fait 1 et votre fait 2 ici. Voilà, et puis vous fermez la parenthèse. En sachant que votre fait 1, ça peut être lui-même un truc qui est parenthésé avec F, X, Y, un truc comme ça, quoi. D'accord? Bon, alors je sais pas pourquoi ils ont choisi ça comme type de représentation plutôt que directement la prologue, parce que c'est sans doute plus facile à parser. Donc, parce que quand je vous parlais, effectivement, il y a tout des trucs d'intendance là, juste avant même d'avoir un joueur qui est vraiment malin et qui est intelligent avec des modèles super sympas, c'est déjà de faire tourner le bousin. Et le problème, c'est effectivement, vous devez vous-même, éventuellement, vous récupérer, mais vous-même écrire un parseur pour pouvoir lire les règles du jeu. Bon, ce qui est pas la mort, quoi, mais juste ça prend du temps, quoi. Puis dans tous les programmes qu'on écrit, il y a des bugs, et puis là, faut les corriger, quoi. Bref. Donc vous avez donc la manière de déclarer une règle, vous avez le prédicat or pour faire des disjonctions, même si on peut s'en passer, en fait, quoi. Même au bout d'un moment, il était plus ou moins interdit, mais il fallait quand même l'implémenter parce que même s'il avait été retiré du langage, il y avait quand même des descriptions des règles qui continuent de l'utiliser. Et puis pour pouvoir jouer aux jeux anciens, il fallait continuer de l'utiliser. Donc voilà. Quand je dis que c'est pas nécessaire, si vous avez fait du prologue, vous savez très bien que ça sert à rien enfin, le ou, qui est le point virgule en prologue, il n'est pas forcément utile parce que vous pouvez très bien pour faire un ou, bah, les ou, c'est juste écrire 2 règles. Quand vous écrivez 2 règles l'une après l'autre, bah, c'est un ou, en fait, implicite, quoi. Parce que quand l'interpréteur prologue, il va regarder la première règle, si elle échoue, il va regarder ensuite enfin, même si elle échoue, qu'elle échoue et qu'elle échoue pas, il va tester la première règle et ensuite il va tester la seconde règle. Donc c'est un ou. Écrire plusieurs règles les unes en dessous des autres, c'est un ou implicite. Donc il n'y a pas besoin d'un ou explicite comme ça à l'intérieur de règles. La négation, négation par l'échec. Donc un truc est faux, vraiment il n'est pas prouvable. Et distinct, qui permettent de comparer deux termes instanciés, en fait, quoi. Bon, évidemment, en prologue, qu'est-ce que. Ouais, je sais pas si je vais pas me lancer dans un cours de programme, ça risquerait de prendre beaucoup, beaucoup trop de temps. Mais en fait, typiquement, distinct, comment ça s'utilise? Bah, en général, c'est distinct, et puis vous mettez des trucs comme ça, par exemple. Distinct X, bon, par exemple, je vais prendre avec 2 variables. Voilà. Distinct XY. Bon, alors en GDL, les variables sont écrites avec un point d'interrogation devant, et puis derrière, vous écrivez ce que vous voulez. Contrairement à Prolog où c'est juste écrit en majuscule, les variables. Donc là, les variables, c'est 2 variables, et ça compare si elles sont identiques. Et si elles sont identiques, complètement instanciées. Donc en fait, c'est une fois que x, cette variable x, a été bindé, a été instancié avec une vraie expression qui est complètement instanciée, en fait, quoi. Donc, par exemple, x, là, au bout d'un moment, il pourrait être instancié avec step 0 dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est totalement instancié parce qu'il n'y a pas de variable qui apparaît dedans. Donc, s'il se trouve que pendant l'évaluation de la règle, x finit par être bindé à step 0 et y est bindé à autre chose, distinct va renvoyer vrai si les deux trucs sont bien différents. Donc, ça, c'est utile pour écrire les programmes. Voilà, donc ça vérifie non. Voilà, donc c'est la distinction profonde sur les trucs qui sont complètement instanciés. S'il se trouvait que votre Y n'était pas instancié, votre programme est. C'est-à-dire que votre description de jeu ne respecte pas les règles du GDL. Hein. D'accord? Donc il faut forcément qu'à l'issue de votre règle, X et Y soient instanciés. Voilà, vous avez des prédicats statiques.
Donc ça, c'est les prédicats qui sont plus en rapport avec la tâche, donc qui est joué à des jeux. Donc vous avez un prédicat rôle qui donne les noms des joueurs. Donc rôle X, rôle O, par exemple. Init qui donne l'état initial du jeu, donc qui va donner un ensemble de faits et tout ça. Alors je ne sais pas si je pense qu'un peu plus tard j'ai des exemples plus parlants pour ça, quoi. Donc un prédicat init qui doit définir l'état initial du jeu. Input et base, donc ça c'est des choses dont je me servais pas forcément. Donc ça définit l'ensemble des coups possibles du jeu à n'importe quel moment du jeu. Et base, ça va être l'ensemble des différents éléments qui permettent d'écrire un état. Tous, totalement instanciés ces machins-là, quoi. Enfin, si vous instanciez ces machins-là, ça va vous donner l'ensemble de ces états-là, quoi. Percept, ça c'est un truc de GDL2. Ça permet d'envoyer des informations sur le jeu, quoi. Par exemple, si s'il se passe à un moment du jeu que une carte est retournée, et ben avec ce prédicat percept, ça va juste indiquer qu'une carte a été retournée et puis et sa valeur, quoi. Donc ça, c'est utilisé uniquement pour les jeux à information imparfaite, puisqu'évidemment, dans les jeux à information parfaite, vous avez toujours toute l'information. Donc il n'y a pas besoin de le savoir. Dans les jeux à information imparfaite, il n'y a qu'une seule personne qui est omnisciente comme ça, c'est le maître du jeu. Lui, il connaît exactement le vrai état du jeu, lui. Il sait exactement où on en est. Et les différents joueurs qui sont gérés, qui sont guidés là par le Game Master, eux, ils n'ont qu'une information partielle. Pas, ouais. Et donc, Percept, là, c'est une manière, en fait, dans les règles du jeu, à certains moments donnés, d'envoyer de l'information aux différents joueurs. On va voir aussi sur un exemple précis. Donc ça, ce sont des prédicats Non, ok, non, j'ai pas dit ça. Alors, oui, Percept, c'est ce que j'ai expliqué, mais en fait, là, ça donne juste l'ensemble des types d'informations qui seraient susceptibles d'être envoyées au cours d'un jeu. Hein. D'accord. Donc ces trois machins-là, c'est juste ça définit les ensembles maximaux de faits qui peuvent exister en fait. Quoi. Ces trois trucs-là. Voilà. Et vous avez prédicat dynamique. Ça, c'est des choses qui changent au fur et à mesure. Donc ça c'est ceux qui définissent vraiment l'état du jeu. Quoi. Donc terminal, s'il est vrai, c'est-à-dire que le jeu est terminé. Goal, ça donne les scores des joueurs à la fin. Les goals, ça donne l'ensemble des coups légaux. Next, ça permet de faire la transition vers ça donne des règles en fait qui disent à partir de l'état courant et d'un coup qui a été joué ou de plusieurs coups qui ont été joués, quel est l'état suivant. Et pour cela, ça fait appel à un prédicat does là qui décrit les coups qui ont été joués précisément dans cet état-là, quoi. Donc les goals, ça vous donne l'ensemble des coups légaux, et ensuite parmi tous ces coups légaux, vous en choisissez un, et puis au lieu de l'appeler les goals, vous l'appelez does, hein, et ça permet de décider le coup qui va être joué par vous et par vos adversaires, hein, parce que la description, le langage est fait de telle sorte qu'en fait, quoi, tous les jeux sont plus ou moins, pas plus ou moins, tous les jeux sont à coups simultanés. En fait. Et donc comme les jeux sont à coups simultanés, en gros, c'est facile de de simuler des jeux à coups alternés, puisqu'il suffit qu'une fois sur deux, un des joueurs n'ait qu'un seul choix possible. Et donc, à n'avoir qu'un seul choix possible, ça revient à ne pas jouer, en fait. Hein. Et en général, cet unique choix possible, on l'appelle très souvent les descripteurs de jeux l'appellent, enfin, les concepteurs de description de jeu l'appellent no-op, comme no operation. Pour indiquer effectivement que c'est pas au tour de ce joueur de jouer. Mais de manière plus générale, en fait, à partir du moment où un joueur n'a qu'un seul coup possible, n'a qu'un seul coup légal possible, ça revient au même que s'il passait son tour. En fait. Alors true, donc c'est l'ensemble des prédicats, c'est les prédicats true, ça permet de décrire l'état courant du jeu. Donc tout à l'heure, quand j'avais écrit par exemple step 0 tout à l'heure, en réalité tel que c'est représenté dans les règles, hein, le fait que step 0 soit un fait, c'est écrit en fait true step 0. D'accord. Dans les règles. Donc quand step 0 est vrai, donc quand step 0 est dans l'état courant du jeu, voilà, ça c'est vrai. Et donc ça permet donc d'en déduire quelque chose, éventuellement DAS. Là ici on va avoir un DAS. Je peux peut-être vous l'écrire la règle du coup. Le next en fait. Hein, à l'état suivant, il va y avoir un truc comme ça. Next step 1. Voilà. Comme ça.
Donc là, vous avez une règle qui vous dit, la conclusion ici, c'est next step 1, quand ça, c'est vrai, next step, true step 0. Donc ça, c'est une règle très simple qui vous dit que si dans votre état courant, vous avez step 0, bah, quand vous allez calculer l'état suivant, à ce moment-là, dans l'état suivant, il y aura step 1. Et le step 0 est perdu, évidemment, hein, parce que next, ça détermine tous les faits qui sont dans l'état suivant, en sachant que ça fait oublier tous les états précédents. Donc voilà pour true. Et si ça, c'est du GDL2, ça, c'est les informations qui ont été reçues par le joueur, en fait. Donc c'est un prédicat qui nous dit ce que le joueur voit. En sachant que, a priori, il faut faire une hypothèse, c'est que si vous faites, a priori, quand vous jouez en GDL2, même si vous savez jamais dans quel état précis vous êtes, vous avez là quand même la possibilité de faire des simulations avec des hypothèses dans lesquelles qui vous amènent dans un état très concret que vous connaissez, que votre joueur là, il connaît vraiment, quoi. Donc c'est comme si sur un jeu de poker, vous alliez regarder, votre joueur, il est capable d'aller regarder le jeu de votre adversaire, plus toutes les cartes qui vont être sorties sur le machin du milieu, là, je suis pas un spécialiste du poker, quoi. Donc c'est comme s'il avait la possibilité, entre guillemets, de tricher, d'aller voir toute l'information, quoi. Mais évidemment, c'est pas vraiment tricher, puisque cette information-là, vous êtes en train de le regarder en local chez vous, quoi, parce que vous faites des hypothèses. Et vous avez aussi la possibilité de simuler, en fait, les informations qui seraient envoyées par le Game Master si jamais si vous étiez vraiment dans cet état-là, quoi. Donc si ça nous dit effectivement des perceptions qui sont envoyées au joueur, donc de l'information qui pourrait être envoyée par le Game Master au joueur. Bon, enfin vous avez des constantes, donc 0 à 100 c'est l'ensemble de scores possibles, et vous avez un mot-clé qui est réservé en GDL2 pour le nom du joueur qui s'appelle random, qui est un joueur spécial, qu'en théorie des jeux on appelle aussi la nature. Voilà. Donc si vous avez en GDL2 un joueur qui s'appelle random, donc c'est un mot-clé réservé et qui va dire qu'en fait ce joueur-là, random, il est géré directement par le Game Master et c'est un joueur qui choisit ses coups parmi tous les coups légaux de manière équiprobable, de manière uniforme. Donc ça permet de simuler par exemple des lancers de dés, quoi. Donc par exemple un joueur random, si au bout d'un moment vous devez lancer un dé, c'est le joueur random en fait qui va faire l'action et comme action on lui donne comme possibilité 6 possibilités de 1 à 6 et le joueur random lui il a toujours le même comportement, il a aucune stratégie, enfin sa seule stratégie c'est de tirer aléatoirement de manière uniforme parmi toutes les coups légaux. Donc le random là il va vous tirer le dé pour vous et ensuite vous pourrez continuer le jeu comme ça, quoi. Voilà. Donc ça permet de modéliser comme ça du random. Voilà, c'est un exemple précis. Donc voilà par exemple sur un ensemble de faits sur un jeu qui s'appelle Connect 5 là, donc une espèce de jeu dans lequel vous allez aligner 5 pions hein, et puis vous avez la liberté de placer vos pions où vous voulez. Donc typiquement dans la description du jeu, vous aurez la description des rôles, rôle O, rôle X, hein, qui donnera les rôles qui sont là. Vous auriez un ensemble de faits, alors ça c'est tel que est représenté cet état du jeu. Là j'ai pas écrit les règles, donc ça c'est pas dans la description du jeu, c'est à partir de la description du jeu, en faisant des déductions, vous pouvez en déduire que vous avez toutes ces règles-là, quoi. Enfin, pardon, tous ces faits-là, en sachant que les faits-là, ils sont forcément tous totalement essentiels. Là, vous remarquez, effectivement, il n'y a aucune variable dedans, hein. Les variables étant, comme je le disais, représentées par un point d'interrogation suivi de quelque chose. Donc là, ça décrit l'ensemble des faits qui décrit cette grille-là. Donc, et ça, c'est au choix évidemment du concepteur du jeu, hein. C'est lui qui décide d'arranger, d'appeler ses prédicats, enfin, d'appeler ses faits comme il veut et l'ordre des arguments comme il le veut. Et puis, c'est pas l'unique manière de représenter. Pour ce jeu-là, hein, il peut y avoir plusieurs descriptions des règles du jeu qui soient différentes et qui permettent de jouer exactement au même jeu. Donc là, par exemple, ça nous dit que en C4, il y a un O. Par exemple, en C4, là, il y a un O. Voilà. Et puis ça dit pour tous les autres. Ensuite, quand vous faites votre inférence logique là et que vous essayez de demander quels sont les coups légaux, bah, il va vous dire par exemple que pour le joueur O, il a qu'un seul coup légal, c'est no hop. Donc en fait, c'est pas à lui de jouer en réalité.
Et par exemple, pour le X, là, bon, j'ai mis 3 petits points, mais parmi les possibilités, par exemple, il est légal pour X de faire de marque à 1, donc qui revient en fait au fait de mettre son X en A1. Voilà, donc il a la possibilité de mettre son X ici. Donc ça, c'est un coup légal. Bon, évidemment, il y a un coup légal pour placer son pion où on veut. Bon, ça, c'est pas les règles du jeu, mais vous avez une règle legal qui analyse, à partir de l'état du jeu comme ça, analyse le fait que il est possible de jouer à cet endroit-là. À mon avis, la règle, elle doit ressembler à ça. Si je me lançais et que je l'écrivais. La règle de legal, ça pourrait être legal. Alors, je sais pas si. Alors, legal, par exemple. Point d'interrogation J pour un joueur. De marque. Bon, pour l'instant, je vais le mettre en dur. Marque A1. Parce qu'en réalité, il y a possibilité aussi de mettre des variables à la place de A et de 1 pour pas avoir à écrire une règle pour chaque case du machin. Donc, ça, c'est vrai. Si, je pourrais dire rôle J. Alors, si J est un rôle, voilà. Alors, évidemment, il manque sans doute un truc ici. Si, il y a CTRL-X. Voilà. Voilà. Donc, si J est un rôle, s'il est vrai que J a le contrôle, d'accord? Voilà. True CTRL-X, là, c'est un fait là qui a implémenté le concepteur de la description pour simuler, pour savoir c'est à qui de jouer en fait, quoi. Donc en fait, à chaque état, là vous avez CTRL-X pour cet état, ça veut dire que c'est à X de jouer. Mais dès qu'on va passer à l'étape suivante, il y a une règle qui change CTRL-X en CTRL-O pour que la suivante, ça dise que c'est à O de jouer. Donc là, pour vérifier qu'effectivement, dans les coups légaux, marqué, c'est uniquement pour celui qui a la main, je dis true CTRL-J comme ça, quoi. Bon, évidemment, du coup, là, ça devient redondant d'écrire roll J, puisque effectivement, normalement, si tout est bien fait, le J qui est là, contrôle va l'instancier aussi avec le X. Voilà. Donc, et pour que ça soit légal, il faut aussi qu'il n'y ait rien sur la case. Et donc là, je pourrais écrire un truc du genre note true cell. Donc là, c'est en A1, ouais. Note true cell A1. Ah bah tiens, je vais me resservir du truc. Là, je vais mettre W. Voilà. Et là, du coup, là, je vais mettre un point d'interrogation W ici. À la place pour le rôle ici. Voilà. Et là, la règle est terminée, a priori. Mais bon, voilà. Donc là, vous avez un jeu qui vous dit qu'effectivement, donc le joueur J peut jouer marque à 1 si il est vrai que J a le contrôle, qu'il existe un rôle W tel que il n'est pas vrai qu'il y ait quelque chose dans W. Alors, je sais pas si je... Donc en gros que la case est vide. Alors, je suis pas sûr que ça va... Ouais, non, elle est un peu fausse ma règle, mais bon, je vais pas continuer plus loin. Puisqu'effectivement, si X essaye de jouer, qu'il y a un O là, et qu'il y a une des associations qui va rendre le truc vrai, quoi. Donc, faudrait vérifier ça de manière que la case est vide. Ça faudrait faire 2 notes, en fait, quoi. Donc là, ça va pas marcher, quoi. Il y a un problème ici, quoi. Il faudrait mettre un pour tout plutôt qu'un il existe, hein. Donc là, ça va pas marcher. Mais c'est juste pour montrer un peu la tête que peuvent avoir les règles ici. Donc, et à partir de ces règles-là, votre moteur d'inférence que vous avez implémenté, lui, il va déduire cet ensemble de coups légaux, et ensuite, on va pouvoir jouer. Donc, la manière dont le GDL a pensé le fait qu'on va pouvoir jouer à n'importe quel jeu possible et imaginable, c'est d'inventer ce langage-là, avec ces règles-là, en se disant qu'effectivement, il va être possible de jouer, enfin, de décrire n'importe quel jeu de cette manière-là. Et donc, du coup, qu'il y ait une possibilité pour la machine de les analyser pour pouvoir y jouer.
Mais bon, après, en autocritique, enfin pas auto, mais en critique un peu de la manière dont ça a été fait, c'est que évidemment, il y a une grosse partie de la performance de votre joueur qui va être liée à sa capacité à interpréter rapidement ces règles-là. Et en fait, la plupart des modèles qui sont utilisés ensuite d'IA, d'apprentissage par renforcement pour jouer à ces jeux-là, ils sont quand même assez rudimentaires en ce sens que finalement, ils analysent pas tellement les règles et ils utilisent plutôt, une fois que les règles sont interprétées, sous la forme d'une boîte noire qui est capable de lui dire pour chaque état du jeu quels sont les coups légaux et comment on joue au truc suivant. D'accord. Donc il y a un peu ce défaut-là, effectivement, du langage qui est quand même assez lourdingue. Et finalement, pour une utilisation qui va être uniquement une utilisation qui est boîte noire, quoi. Ah bah tiens, mais j'avais quand même des règles en fait, quoi. Donc là, par exemple, vous avez, donc rapidement, parce que je suis déjà passé dessus, quoi. Vous avez la règle effectivement que goal R 100, donc un joueur à 100, s'il a un con 5 pour son rôle là, et qu'est-ce que c'est d'avoir un con 5? C'est soit avoir un call R, bon L c'est en R, c'est un des deux joueurs, hein, ça va être un X ou un O. Soit vous avez un gars en colonne, un gars en ligne, un gars en diagonale ou un gars en anti-diagonale, quoi. Et là, par exemple, vous avez la règle pour la première diagonale, donc c'est comme du prologue, hein. Donc ça teste qu'effectivement vous avez un alignement comme il faut. Donc, ils disent que c'est vrai qu'il y a une certaine cellule en XY avec votre rôle. Bon, on va dire que le rôle c'est X, quoi. Donc il va tester là, ça marche pas, ça c'est faux, ça c'est faux. La première fois où ça a marché, c'est exactement quand il va tomber sur ce X là, quoi. Bon, bref, il va analyser, il va essayer de tomber, il va essayer de trouver un X quelque part. Après, ça c'est des prédicats qui font des calculs next column. Il va passer à la colonne suivante et à la ligne suivante. Et il va regarder s'il y a le même pion ici, etc. Et donc, il va essayer de tester qu'il y a 5 pions qui sont alignés de cette manière-là. Donc, vous voyez que c'est assez lourdingue là pour tester qu'il y a 5 pions qui sont alignés, mais une seule règle suffit pour tout le jeu. D'accord. Ça, il n'y a qu'une seule règle comme ça, et ça permet de vérifier tous les alignements en diagonale de tout le jeu. D'accord. En une seule règle comme ça, il n'y a pas de boucle ni rien. C'est le moteur d'inférence à la prologue là qui va qui va essayer toutes les possibilités en fait. Donc voilà un exemple de règle qui peut exister, qui peut servir exactement à calculer à la fin d'un jeu si c'est gagné ou pas, quoi. Alors modélisation, alors, comment on fait la modélisation du hasard? Donc des exemples j'en ai déjà donné, donc c'est l'exemple des jeux de cartes, l'exemple avec un jeu de dés. Et la modélisation, j'en ai déjà parlé, on ajoute pour le random, on ajoute un joueur random, et random choisit tous ses co-possibles de manière uniforme, c'est-à-dire équiprobable. Alors, un petit exemple en fait de jeu GTL2 assez classique, hein. C'est le jeu du Monty Hall, qui était un jeu de télévisé américain, qui a priori n'a pas fait long feu, je pense, peut-être, ou pas. Enfin bref, c'est un jeu qui a été longuement étudié, quoi, puisque son issue est assez contre-intuitive. Je sais pas s'il y en a quand même déjà entendu parler. Bon, alors l'idée c'est que vous avez en gros, c'était un jeu télévisé où il fallait gagner une voiture, comme ça. Donc vous avez 3 portes qui sont comme ça, qui sont fermées, et derrière une de ces portes, il y a une voiture, et derrière les 2 autres portes, il y a des chèvres. Le but est de gagner la voiture, je le précise, même si peut-être que certains voudraient gagner la chèvre, mais a priori là c'est pas le but, hein. Donc le but est de gagner la voiture. Donc on part d'une situation comme ça initiale. Donc là le but là c'est de vous montrer à travers un jeu qui a information imparfaite comment c'est modélisé en GDL2, et voir ensuite comment on peut s'en sortir, et puis voir un peu la combinatoire du truc. Alors, une voiture et 2 chefs cachés. Donc là, c'est pratiquement de l'information imparfaite parce qu'évidemment, il y a des choses qui vous sont cachées. Vous ne savez pas où sont cachés les chefs. Il y a l'information incomplète, mais qui a été transformée en information imparfaite. C'est qu'au départ, il y a un tirage au sort qui est effectué par le joueur random qui va décider où est-ce qu'il place la voiture. Et donc, par conséquent, où se trouvent les 2 autres chèvres. Voilà. Alors, le but, tel que se déroule le jeu, la première chose, c'est qu'on demande au candidat de ce jeu de choisir une des portes. Donc là, par exemple,
Son choix s'est porté sur la porte numéro 2. À l'étape suivante, le présentateur du jeu décide d'ouvrir une porte derrière laquelle ne se trouve pas la voiture. Hein. D'accord ? Évidemment, il y a forcément toujours une possibilité d'ouvrir une porte dans laquelle il n'y a pas une voiture. Donc là, il dévoile une des chèvres derrière la porte, quoi. Et ensuite, il pose la question au candidat en lui demandant est-ce que vous conservez votre choix ou est-ce que vous voulez le changer? Bon, alors imaginons que le candidat décide de changer et de faire changer son choix et de le mettre ici en 1. Donc ensuite, le jeu est terminé, on ouvre toutes les portes et hop, il a gagné la voiture. Par chance. Hein. Évidemment, c'était pas forcé. Hein. Donc évidemment, il n'y a pas forcément de stratégie gagnante pour ce jeu-là, parce qu'il y a quand même pas mal de hasard. Bon, alors l'idée en fait, quoi, donc là je vais expliquer tout de suite après les règles, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu-là, en fait, quand on arrive à cette situation-là où le présentateur ici, là, il a ouvert une porte pour dévoiler une chèvre, il demande est-ce qu'il faut, si vous conservez votre choix ou est-ce que vous voulez changer? Eh bien, il faut changer. Si vous voulez avoir plus de chances de gagner, si vous voulez avoir 2 chances sur 3 de gagner la voiture, il faut changer systématiquement. Ça, c'est la stratégie optimale en fait à ce jeu-là. Vous choisissez une porte au hasard parmi les 3, ça n'a aucune importance, complètement au hasard. Le présentateur vous ouvre une des portes avec une chèvre, et après il vous demande est-ce que vous voulez conserver votre choix ou le changer. Il faut dire je change, et donc à l'issue du jeu, vous avez 2 chances sur 3 de gagner la voiture de cette manière-là. D'accord? Et c'est un jeu qui est évidemment contre-intuitif parce qu'on se dit bon, arrivé à ce niveau-là, bon, très bien, il y a une chèvre ici, donc c'est gagné, sachant chèvre, donc je sais que voilà. Donc je suis dans la situation sachant que la porte 3 c'est une chèvre, et donc je me dis donc là je suis dans une situation où il y a 50-50 entre les deux là. Et pas en fait non. Là vous avez une chance sur 3 de gagner, et là 2 chances sur 3 de gagner. Il y avait des gens qui connaissaient la stratégie ou pas. Si c'est le cas. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas convaincus de ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a des sceptiques? Ouais, mais enfin, je comprends pas trop pourquoi. Tu comprends pas trop pourquoi? Bon, alors soit vous écrivez des probabilités conditionnelles, soit il y a encore mieux, vous écrivez un programme qui fait des simulations, et vous écrivez donc le programme qui fait cette simulation-là avec, en gros, à chaque fois vous faites changer, un truc qui fait changer systématiquement, et un deuxième programme où vous le faites conserver toujours son choix, et vous calculez, vous le lancez plein de fois, et vous comptez combien de fois il a gagné, combien il a perdu, vous allez retomber sur ces probas-là. Vous tombez à peu près sur 1 tiers et 2 tiers. Quoi. Bon, la raison en fait, mais il y en a qui ont écrit des bouquins entiers là-dessus, quoi. Ce truc était bizarre, quoi. La raison, c'est intuitivement, je vais dire, c'est que en fait, quand le présentateur là, il ouvre une porte pour dévoiler une chèvre, en fait, il y a 2 situations qu'on puisse se produire, quoi. Soit, comme là, c'est un choix qui a été fait, il peut pas ouvrir la porte 2. Donc il est dans un cas où il peut ouvrir la porte 1 ou la porte 3. Dans la porte 1 et 3, il se peut qu'il y ait une chèvre derrière la porte 1, une chèvre derrière la porte 3. Du coup, le présentateur, il a le choix, lui, entre ouvrir la porte 1 et la porte 3 pour dévoiler une chèvre. Hein, il a 2 choix possibles. Parce que la voiture est derrière le 2. S'il se trouve qu'il y a une chèvre derrière le 2, à ce moment, le présentateur, quand il ouvre une porte, il n'a pas le choix. Parce que du coup, la voiture se trouve forcément 1, et donc il n'a plus qu'un choix, c'est d'ouvrir la porte 3. Et c'est là-dessus que se joue en fait ce changement de proba, le fait que c'est pas équiprobable. Une fois qu'on est dans cette situation-là, c'est pas équiprobable d'ouvrir 1 et 2, parce que en fait, le présentateur, lui, éventuellement, il n'a pas eu le choix d'ouvrir cette porte. Mais je vous invite, bon, c'est une curiosité, hein, mais si vous voulez, vous pouvez faire la simulation. Le programme s'écrit en 2 secondes, quoi. Vous pouvez même l'écrire en Python, même si c'est le langage le plus lent du monde. Vous pouvez l'écrire, il va vous calculer des stats assez rapidement, il est correct. Je plaisante sur Python, parce qu'évidemment, les bibliothèques NumPy et tout ça, elles sont ultra rapides, hein, parce qu'elles sont codées en C. Mais le langage en lui-même, vous le savez déjà qu'il ne faut pas faire de boucle en Python, quoi. Il faut faire des produits matriciels.
Voilà, donc vous pouvez tester et puis effectivement ça marche assez bien. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu le protocole, du coup. Alors comment ça se marche au niveau donc il y a un protocole. Donc là, je vous montre le protocole en GDL2. En GDL classique, le protocole, ça ressemble à ça, mais il est, notamment beaucoup plus simple. Donc vous avez un game master, donc qui est le maître du jeu. Donc c'est lui qui envoie les règles du jeu et puis qui vérifie que tous les coups qui sont joués sont bien corrects et qui, détermine à la fin le gagnant et cetera et cetera. Bon là, c'est un jeu à un seul joueur parce qu'il y a en gros que le candidat, on va dire. L'aspect présentateur, lui, il est géré par random et voilà. Donc la première chose que fait donc au niveau au cours du temps là, c'est que les règles du jeu sont envoyées à la fois player et puis à la fois à un agent random, lui qui est juste qui tire ses coups uniformément. Les joueurs ensuite, une fois qu'ils ont reçu les règles du jeu, ils doivent renvoyer un ready avant le temps limite d'initialisation du jeu. Donc vous avez un temps de réflexion typiquement qui est de l'ordre de 2 minutes quoi, ou quelque chose comme ça. Et puis vous envoyez ready quand vous êtes prêt en fait, hein. Bon, le but en fait, c'est d'envoyer ready le plus tard possible avant la date limite, histoire d'avoir le plus de temps possible pour travailler sur ces règles-là et même préparer son premier coup, en fait, hein. Voilà, donc ensuite vient le premier coup. Donc a priori, le premier joueur, il a pas le choix, lui, il joue no-op, il passe son tour en fait. Et le random, lui, là, il va jouer le jeu, le coup hide car one. Donc il cache la voiture derrière la porte 1. En fait, il avait trois choix possibles, hide car 1, 2 et 3. Il a tiré aléatoirement que c'était le 1. Et donc il a caché la voiture derrière le numéro 1. Et il en informe le Game Master, évidemment. Il ne vous informe pas vous directement. De toute façon, les joueurs, ils ne peuvent pas communiquer directement entre eux. Les joueurs ne communiquent qu'avec le Game Master. Donc il informe le Game Master de son choix. Et évidemment, le Game Master, lui, il va garder ce choix pour lui. Ça fait que le Game Master, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le Game Master, lui, il sait exactement dans quel état du jeu il se trouve. Lui, il sait, le Game Master, que lui, il est omniscient. Il sait que la voiture a été cachée derrière la porte numéro 1. Random le sait aussi, parce que lui, il l'a choisi. Par contre, le player, lui, il n'en sait rien. Il n'en a aucune idée. Pour lui, il est un espèce d'état superposé dans lequel, effectivement, la voiture, elle est cachée derrière les trois. Donc, il y a trois pour le joueur ici, il y a trois mondes possibles. Il y a le monde dans lequel ça a été caché derrière la première porte, derrière la deuxième porte, et le troisième monde derrière la troisième porte. Voilà. Alors, ensuite, ce que fait le Game Master, c'est qu'il renvoie aux différents joueurs les coups qui ont été joués par les différents joueurs, parce que comme je vous ai dit, les joueurs communiquent pas directement entre eux. Donc, le Game Master informe les deux joueurs que player a joué no-op et que random. Ah non, ok, d'accord. Excusez-moi, parce que j'ai pas vu. Très important, je suis en train de faire un délire. Là, je suis en train de vous modéliser le truc tel que le protocole du GDL classique, pas du GDL2. Si c'était un jeu information parfaite, hein. D'accord? Donc, si tous les joueurs étaient omniscients, donc on va voir que ça, du coup, c'est une version du jeu qui n'a aucun intérêt puisque tout le monde voit tout. Mais si on était dans les jeux classiques, hein, donc type dame, échec, nine ball, tic tac toe, tous les jeux que vous avez présentés au départ, si on est dans le cas en train de jouer un jeu à information parfaite de ce type-là, voilà comment ça se passerait. Donc le Game Master informerait tous les joueurs de tous les coups qui ont été joués par les autres. Donc le player là, il a joué no-op et que random a choisi la car 1. Et donc à ce niveau-là, le player maintenant, il sait qu'effectivement la voiture est cachée derrière la porte numéro 1. Fois suivante ensuite, le joueur doit choisir une des portes. Bon, il a le choix entre les trois portes, il choisit par exemple la 2. Le random, lui, il n'a rien à faire, il envoie no-op. Le Game Master informe ensuite les différents joueurs des coups qui viennent d'être joués. Donc il informe le player, il lui redit le coup qu'il a joué. C'est utile en fait, hein, parce que si le joueur là il s'est planté, il a joué un coup interdit, le Game Master choisit un coup pour lui et lui réinforme du vrai coup qu'il a substitué, quoi. Donc cette partie du protocole est quand même intéressante de rappeler, même si lui il a envoyé choose 2, de lui rappeler que c'est bien choose 2 qui a été pris en compte, quoi. Il envoie ça aussi à random et puis il informe aussi que random a joué no-op aussi. On poursuit, hein, donc on est toujours dans une simulation du jeu à information parfaite. Alors pourquoi je montre le jeu, le protocole à information parfaite pour que vous sachiez bien comment ça fonctionne pour les jeux que j'avais mentionnés en longueur au tout début, mais aussi parce que quand vous allez faire des simulations sur un jeu à information imparfaite au niveau de votre joueur,
bah, vous avez besoin de jouer à information parfaite pour savoir exactement comment ça se passe, hein. Vous, c'est le seul moyen de simuler des jeux pour vous. Vous pouvez pas simuler des jeux à information imparfaite directement. Vous êtes obligé de les jouer à information parfaite comme si vous étiez en mission, quoi. Donc ensuite, donc ça, coup suivant, donc le joueur ne fait rien, random, lui, il ouvre la porte de 3 pour dévoyer une chèvre, on réinforme des coups, et ensuite le joueur, il a choix, soit il keep, soit il switch. Donc là, il décide de switch. Évidemment, comme le scan a l'information parfaite, là, s'il a fait 2 simulations, il sait très bien que c'est switch qu'il faut faire pour gagner. Il réinforme les jeux et après il dit que le joueur a égal à 100. Donc voilà. Donc ça, c'est si on était information imparfaite. Donc on va voir la légère différence de protocole qui existe quand on a information imparfaite. Voilà, bon, je pense pas que ça soit très utile. Donc là, c'est les différents prédicats, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc pour décrire les règles en GDL. Tout ce qui est un truc en plus, c'est qu'il y a un ensemble de perceptions possibles. Donc voilà. Donc là maintenant, là, je suis en information imparfaite. Là. Donc là, le protocole tel qu'il est vraiment joué pour le jeu du Monty Hall, tout à fait exact. Donc ça envoie les règles. Eux, ils renvoient ready. Ensuite, ils envoient leur premier coup. Donc le joueur envoie no up, il passe son tour. Et random, il a tiré au sort entre les trois. Il a choisi de cacher derrière la porte numéro 1. Ensuite, le Game Master, en fait, il informe des coups est-ce que j'ai... Attendez, parce qu'il y a un truc que je comprends pas, là. Ah oui, ok, c'est pour ça. Je dis, je comprends pas parce que c'est exactement... Il continue d'informer les joueurs des trucs. Non, en fait, là, c'est là la modification de... J'avance un peu parce qu'il y avait un deuxième transparent en réalité. Voilà. Donc ça, c'est comme on était en information parfaite. Et donc, il y a deux modifications. C'est que maintenant, on va plus informer du hidecar 1 ici, là. Et ni de trucs ici. Quoi. Donc, voilà comment est modifié le protocole. Taspayer no up, bon là il informe random aussi, parce qu'en fait random il fait partie du game master en réalité, parce que c'est pas un joueur très, très particulier quoi. Bon, en réalité normalement, Daspayer no up, en fait il réinforme. Donc éventuellement, ce que je disais, hein, celle-là elle n'est pas forcément nécessaire comme flèche. D'accord. Donc player il a joué no up, le game master lui réinforme qu'il a bien joué no up, hein, pour avoir la confirmation qu'effectivement il n'y a pas de problème. Et il lui envoie aussi une perception. Il lui envoie un truc pour lui dire que dit au joueur qu'il peut voir un fait qui s'appelle car hidden. D'accord? Donc c'est un truc qui n'a pas vraiment d'importance particulière tel qu'on le voit ici. Bon, donc ça informe le jeu qu'il y a une voiture ça informe le joueur qu'il y a une voiture qui est cache. Bon, en réalité, pour cette étape du jeu, c'est la seule perception possible, hein, parce que de toute façon, il y a toujours une voiture qui va être cachée, hein, donc c'est la seule perception possible. Ensuite, donc le joueur choisit la porte numéro 2, le random passe son tour. Là, il réinforme que il a choisi la porte numéro 2, donc le random. Ah, si le random, il doit être un. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je vais remettre le truc. Ouais. Le random, il doit être omniscient aussi parce qu'il doit savoir le choix du joueur pour pouvoir ouvrir la bonne porte. Hein, parce que s'il ouvrait la porte avec la voiture, il serait bien emmerdé. D'accord, donc le random est un joueur un peu spécial en ce sens qu'il a exactement la même connaissance que le Game Master. Donc ça réinforme donc du coup du joueur qu'il a choisi la porte numéro 2. Et le joueur numéro 2 reçoit aussi une perception qui dit que le ciel est bleu. Bon, voilà. Pourquoi je dis le ciel est bleu? Parce qu'en fait, c'est un peu comme Carrie effet, c'est une perception qui n'a aucune espèce d'importance, puisque il n'y a pas d'information qui est donnée au joueur à ce niveau-là. Par contre, un peu plus tard, donc là c'était quand c'était en information parfaite ici, dès qu'on passe en information imparfaite, là, on commence à avoir des informations qui sont intéressantes. Là. Donc, le joueur passe son tour, le random ouvre la porte 3, et là, il reçoit la perception que la porte 3 était ouverte. Et ça, c'est important, en fait, hein, parce que ça l'informe directement ici du fait que la porte numéro 3 qui a été ouverte. S'il avait ouvert la porte numéro 1, il aurait eu un open door de 1. Mais open door, là, c'est pas en analysant le mot open door que ça se rapporte à open. Il aurait pu avoir écrit Pikachu 3.
ici comme fait, ça aurait marché quand même, quoi. Donc c'est pas vraiment dans la forme du fait qui est là, c'est dans le fait que s'il ouvre la porte 3, ça va donner une certaine perception là. S'il ouvre la porte 2, une autre perception, et s'il ouvre la porte 1, une autre perception. Et donc du coup, parmi les mondes possibles dans lesquels Random a ouvert soit la porte 1, on imagine qu'il y a 2 mondes possibles. Il a ouvert la porte 1 et l'autre monde possible, c'est il a ouvert la porte 3. Pour le joueur ici, il peut essayer de déterminer dans quelle partie du monde il se trouve en faisant des simulations, et s'il arrive, lui, dans l'état dans lequel il se trouve après sa simulation, s'il obtient comme perception, qu'il peut calculer lui-même parce qu'elles sont dans les règles du jeu, il obtient Open Door de 3, il sait qu'il est dans un monde qui est compatible avec la réalité, quoi. Par contre, si dans sa simulation, il obtient une observation qui est Open Door de 1, alors que le Game Master, en réalité, lui a informé d'Open Door de 3, il sait qu'il est dans un monde qui est impossible. Il est dans un monde qui n'est pas conforme à la réalité, quoi. D'accord? Donc la manière dont les perceptions sont utilisées là, c'est une manière implicite en fait de déterminer, de faire un peu de déterminisation sur l'ensemble des mondes possibles dans lesquels peut se trouver le joueur. D'accord? Donc typiquement c'est comme ça les jeux d'information imparfaite. Il y a plein de mondes possibles dans lesquels on peut se trouver, et il faut essayer de déterminer ça. Et déterminer ça, c'est de comparer des simulations qui nous emmènent dans certains mondes et comparer les perceptions qu'on a. Si les perceptions ne sont pas les mêmes, c'est que, en gros, dans votre rêve, là, vous n'êtes pas dans la réalité, quoi. Voilà. Donc après, Switch et tout ça, et puis il y a d'autres perceptions que tout ça, quoi. D'accord? Donc cette espèce d'idée de monde possible là, je vais conclure là-dessus, on poursuivra la séance suivante, quoi. C'est l'idée d'ensemble d'informations, information set, donc dans lesquels les coups de l'adversaire sont pas connus. On a un ensemble de mondes possibles en fait, et donc vous avez, donc à chaque fois que vous voyez une perception, vous avez un ensemble d'informations. Donc par exemple, quand il vous dit 6 car hidden, c'est une information qui n'est pas vraiment une information, puisque en fait vous avez 3 mondes possibles, un monde dans lequel c'est caché en 1, en 2 ou en 3. Et ensuite, dès qu'il fait 6 open door de 3, et ben, votre ensemble d'informations ici, hop, il se réduit par ce fait-là qui donne un peu d'informations, et donc qui rend le fait que vous pouvez en déduire, même par simulation, qu'une fois qu'il est vers la porte 3, que vous savez que hide card de 3 n'est pas possible. C'est pas un monde possible. Si vous faites une simulation qui commence par hide de 3, jamais vous allez obtenir open door de 3. Donc c'est pas un monde qui est possible. En fait. Et une fois à la fin où il a montré que la voiture est dans la porte numéro 1, là votre ensemble d'informations est réduit à un singleton, et donc vous êtes retourné à information parfaite. Voilà. Donc dans la fois suivante, donc là c'est vraiment une présentation qui était très vraiment plutôt sur la tâche en fait, et surtout l'environnement. Je reprendrai à partir de là la fois suivante, où on va voir effectivement comment on interprète les règles en pratique, donc avec les interpréteurs prologues, ou comment on fait de l'instanciation de règles, et ensuite les algos qu'on utilise de renforcement pour pouvoir élaborer des stratégies pour jouer à ces jeux-là. Je vois qu'il est à 15h45, donc a priori c'est l'heure. Je suis allé beaucoup plus lentement que l'année dernière, mais c'est pas grave, on bouclera tout ça la fois suivante. Donc là, c'était vraiment une intro dans laquelle effectivement je vous mets un peu tout en place pour vous expliquer un peu tout ce qui, la manière de faire, la spécificité de la tâche, sur la manière dont sont décrits les jeux. Et maintenant, on va passer vraiment à partir de maintenant dans le vif du sujet. On va voir comment sont vraiment créés les, les jeux, et comment les joueurs effectivement analysent ces règles-là, quoi. Voilà, donc on s'arrête là pour cette séance. On poursuivra la prochaine fois. Si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Et a priori, si vous n'en avez pas, je vais vous souhaiter une bonne suite de cours avec Monsieur Marsala juste tout de suite, il me semble. Enfin, dans un quart d'heure. Voilà, donc si tout est bon, écoutez, je vous dis bonne journée. Et a priori, vous devrez changer de Zoom pour assister à la séance suivante. Voilà. Bonne Merci. journée. Ouais, vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.